je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 fois de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Bonjour, bienvenue pour ce 3e numéro de Façon Puzzle, votre émission mensuelle à retrouver sur Parole d'Honneur, le média 100% autonome, antiraciste et décolonial. Alors avant de commencer, j'aimerais remercier le Centre culturel Totoro, ici à Ivry, qui nous accueille et qui nous permet de réaliser ce débat. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer ce 3e numéro à la question des sorcières, un sujet qui connaît un regain d'intérêt ces dernières années, notamment au sein des milieux les plus radicaux des féministes blanches. Mais fidèles à nos paradigmes antiracistes et décoloniaux, nous allons plutôt nous demander aujourd'hui si ce ne sont pas les femmes non blanches, indigènes, racisées, peu importe comment on les nomme, qui font l'objet d'une nouvelle chasse aux sorcières. Car force est de constater que depuis quelques années, elles sont la cible récurrente et systématique d'attaques en tout genre, d'injures, de calomnies, aussi bien sur les plateaux de télévision que dans des livres, dans des journaux, dans des tribunes. Il faut dire aussi qu'elles sont en première ligne des luttes antiracistes, anti-impérialistes, contre les violences policières, contre l'islamophobie et plus généralement dans les combats pour la justice et la dignité. Face à ces attaques répétées, on ne peut que constater, déplorer l'attitude du camp de l'émancipation qui, lorsqu'il n'aboie pas avec les loups, fait preuve d'un silence assourdissant, complice, voire coupable. Alors que nous faisons face aujourd'hui à une radicalisation sécuritaire et raciste qui cible et stigmatise en partie ouvertement ces femmes non blanches, on l'a vu récemment avec cette série d'amendements hallucinants au Sénat, tous islamophobes les uns que les autres, il nous est apparu important de donner la parole à ces femmes qu'on entend très peu et écouter ce qu'elles nous ont à nous dire. Donc il sera notamment question dans cette émission de leur parcours personnel et militant, des lignes de fracture qui les ont séparées du féminisme blanc et des stratégies et alliances potentielles à nouer. Alors j'ai donc le plaisir de vous présenter ces sorcières qui ont bien accepté d'être avec nous aujourd'hui, en commençant par toi, Isma Anchour, bonjour. Schrouder, pardon. Tu es enseignante et formatrice, féministe antiraciste. Tu avais participé à l'ouvrage Les filles voilées parlent, sorti en 2008 aux éditions La Fabrique, ça fait déjà quelques temps. Oui. Alors en bonne sorcière, tu as été traitée entre autres de militante pro-voile, d'islamiste, de laïcophobe, d'anti-Charlie, d'anti-républicaine, d'anti-VG, d'anti-mariage pour tous, de racialiste, d'indigéniste et j'en passe. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Il y en a pas mal, bravo. C'est un sacré... Je suis une cumulatrice quand même, hein. C'est un sacré... grande sorcière. C'est un sacré... Maboula Soumaoro, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Donc tu es docteur en civilisation du monde anglophone, spécialiste des études spécialiste en études africaines-américaines. Tu es également maîtresse de conférences à l'université de Tours et présidente de l'association Black History Month. Tu as publié début 2020 un très bel ouvrage que l'on a là ici, Le Triangle de l'Hexagone, réflexion sur une identité noire aux éditions La Découverte. Et tu participes d'ailleurs à un ouvrage collectif intitulé Sororité qui est sorti il y a quelques jours aux éditions Point. Alors si tu es là aujourd'hui aussi, c'est parce que tu as été aussi particulièrement visé par des attaques extrêmement violentes à ton encontre, notamment tu as été traité de guenon et on se souvient aussi de la virulence des propos tenus par Alain Finkielkraut à ton égard. D'ailleurs on écoutera ça dans un petit florilège tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Françoise Vergès, bonjour. Bonjour. Tu es féministe antiraciste, tu es l'auteur de plusieurs ouvrages et notamment le dernier paru aux éditions La Fabrique, Une théorie féministe de la violence pour une politique antiraciste de la protection. Bon, alors, toi, tu es aussi considérée comme une intellectuelle dangereuse, décoloniale, antiraciste. Merci de ta participation aujourd'hui. Merci. Ouria Bouteldia, oui, gros dossier, hein. Militante décoloniale, auteur en 2006 de Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire, publié aux éditions La Fabrique. Alors toi, bon, sorcière des sorcières, on pourrait dire, hein, traité pêle-mêle d'indigéniste, islamo-gauchiste, racialiste, antisémite, homophobe, misogyne, infréquentable en somme. Et je suis fière de ne pas avoir été traitée de pédophile. Ah, pédophile, oui, pas voilà. encore. Pas encore. Ça ne saurait tarder. Mirabel Thévenot, bonjour. Alors toi, tu es militante féministe et antiraciste aussi. Alors tu interviendras en tant que féministe blanche.
mais qui a fait sa mue antiraciste. On va en parler tout au long de cette émission, t'inquiète pas. Tu as d'ailleurs signé avec Ouria dans le cadre du 8 mars et de la Journée internationale du droit des femmes une tribune intitulée La sororité a un prix et il nous faut la mériter sur le site QG Décolonial que j'invite d'ailleurs à aller voir et où tu revenais sur les attaques dont sont l'objet les femmes non blanches et l'impérieuse nécessité d'une sororité, d'une solidarité avec ces dernières. Et je termine par toi, Wissam, le sorcier de ce plateau. Chroniqueur pour Façon Puzzle, je te présente plus. Voilà, en tant qu'homme, je vais un peu chapeauter le truc, voir Tu vas s'il n'y un a peu pas trop de chapeauter le bêtises truc. qui sont dites. Voilà, je vais faire attention. Merci Je vais faire de ta attention. présence. Voilà, Tu feras du mansplaining. c'est ça. Donc je le dis souvent, tu travailles notamment sur les masculinités subalternes et dans le cadre de tes recherches, tu étudies beaucoup la question des féminismes. Alors sans plus attendre, je vous propose que l'on regarde un petit florilège des différentes attaques dont sont la cible les femmes non blanches. On écoute et on réagit juste après. Moi, je pense, madame, qu'au contraire, votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégiée. Ça vous permet de dire un certain nombre de choses qui, si moi, je les avais dites, notamment, je pense à ce que vous avez dit sur Charlie Hebdo et qui a entraîné, avec d'autres, la mort des 12 de Charlie. Ce que j'ai dit a entraîné la mort de quelqu'un? Oui, ce que vous avez C'est dit scandaleux, lorsque ce que vous avez vous fait dites. une pétition en 2011. C'était pas une pétition, c'était un texte. Et aucun Oui. de mes textes n'a entraîné la mort de quiconque. Je ne vous Si, laisserai pas d'ailleurs, m'accuser de quoi que ce soit. Si, si. Cette une honteuse qui donne la nausée en fait, parce qu'ils mettent en avant une personne qui, en plus on connaît le parcours de son frère, hein, pardon, alors après je ne vais pas commenter les causes de sa mort puisqu'il y a une enquête en cours, mais néanmoins on sait comme son frère a agi puisque ça a été rendu public. Moi ça m'écoeure de voir qu'en fait on mette à la une quelqu'un qui promeut la haine anti-flic, la haine du flic, et qui est une personne qui est nauséabonde dans la société, je le dis très clairement, parce qu'elle est à l'origine de rassemblements, de manifestations où on dit que les policiers doivent se suicider, où on prône justement cette haine de la police. Donc moi, ça m'a donné la nausée, j'ai même pas commenté parce que je trouve que plus vite on oubliera ça et mieux c'est. Qu'est-ce que nous avons vécu en 50 ans ? Qu'est devenu un syndicat étudiant, si vous voulez, en 50 ans. Mai 68 a commencé sur une affaire de mixité. Aujourd'hui, de voir une femme voilée représenter les étudiants, de voir aussi le même syndicat organiser des réunions non mixtes, si vous voulez, me consterne. Je trouve ça d'une tristesse inouïe et qu'elles ne comprennent pas par ailleurs, que ce voile dans la vie publique, je veux dire, est un symbole qui pour beaucoup de ses concitoyens est considéré comme un symbole de séparatisme. Et c'est un symbole de séparatisme. C'est au moins un symbole de séparatisme, un affichage de séparatisme sexuel. Maligne comme un singe, Taubira retrouve la banane. Voilà la une du journal Minute du 12 novembre. Voilà, ça ne peut pas vous plaire, mais ils ont le droit de le dire. Avec votre parcours d'être devenu député, vous dites vive la France? C'est pas... Pourquoi non, vive mais la France vive la France parce que c'est la démocratie, que vous êtes député de la République. Bah oui, j'en suis honorée. Je dis vive la France, vous pouvez pas dire vive la France? Si, je peux dire vive la France, oui. Mais vive la France pourquoi en soi? Le 14 juillet pas convaincant. Non, mais je sais pas, vous voulez que je me mette au garde à que je me... Mais pas trop. Personne. Je tiens seulement à répéter à monsieur que je fais ce que je veux de mon pays. Je pense ce que je veux de mon pays. J'espère que personne ne vous le contestera. Ben, on vient de me le contester. Non, c'est un désaccord. On vient de dire j'aimerais que vous aimiez mon pays autant, votre pays autant que j'aime. Un peu de gratitude vous serait. Un peu de gratitude. Voilà, c'est ce que j'attendais. Et je répète, j'aime ce genre de coming out. Un peu de gratitude. Excusez-moi, je suis un peu ému. Je pense que ce qui a changé, c'est qu'il y a une partie de l'antiracisme, et ça me fait beaucoup de peine de dire ça, qui est devenue raciste. Je parle de vous, hein, Madame Boutelja. Ça commence. Là, ceci est une photo où vous posez à côté d'un slogan où il y a marqué « sioniste au goulag ». Ça signifie, au sens strict, les Juifs favorables à l'existence d'Israël doivent être envoyés dans des camps de concentration. Par ailleurs, vous êtes raciste, madame. Dans votre livre, le tout récent, Les Blancs, les Juifs et nous, je cite, « La blanchité est une forteresse, tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. Tout blanc, c'est une généralisation fondée sur la couleur de la peau. La généralisation fondée sur la couleur de la peau, surtout pour un propos négatif, c'est du racisme, madame. » D'ailleurs, en parlant des Blancs, toujours dans votre livre, vous expliquez, à une autre page 30 en l'occurrence, je ne vais pas citer toutes les pages, mais mes citations sont exactes,
Je n'ai jamais pu dire nous en vous incluant, vous parlez des Blancs, vous ne le méritez pas. Par ailleurs, vous êtes misogyne. Vous expliquez dans votre livre que si une femme noire est violée par un noir, c'est compréhensible qu'elle ne porte pas plainte pour protéger la communauté noire. On avait vraiment envie de condenser un petit peu tout ça pour voir véritablement la violence, la violence qui s'exprime contre les femmes non blanches. Donc j'aimerais vous poser une question et surtout de voir votre réaction par rapport à ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce qui est le dénominateur commun en fin de compte de toute cette haine qu'on vient de voir là? Est-ce que c'est le fait que vous soyez des femmes? Est-ce que c'est le fait que vous soyez des femmes non blanches? Est-ce que c'est les deux? Est-ce que c'est parce que vous êtes des femmes aussi militantes, engagées? Qu'est-ce qui explique autant de virulence? Maoula, si tu veux commencer. Je sais pas comment répondre à la question, puisque je sais pas si on peut choisir les raisons pour lesquelles on est aussi systématiquement attaqué. Moi, par exemple, j'insiste toujours sur le fait que je suis pas une militante j'ai pas du tout la même culture politique que plusieurs d'entre nous ici. Mais c'est un label qu'on appose sur moi. Je ne sais pas, systématiquement, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas soutenu de cause, ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas même des amitiés politiques, mais en tout cas, dans la vérité et dans la réalité, je ne fais partie d'aucune association, d'aucun parti, et on pourrait par exemple donner l'exemple de tous les hommes, souvent, hommes et femmes politiques encartés, qui même ont pu occuper des responsabilités politiques, enfin, qui sont devenus ministres et qui sont, par exemple, enseignants. Et on ne va jamais dire que ces personnes sont militants à Sciences Po ou militants, je ne sais pas moi, à l'ENA ou militants, voilà. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, moi, je parlerai ici d'intersection, en fait. C'est à la fois parce qu'on est femme, c'est à la fois parce qu'on a des idées particulières, apparemment, enfin jugées comme particulières. Et voilà, il y a une sorte de symbiose entre le corps parlant, notre corps et notre discours. Parce qu'il ne s'agit pas seulement, puisque les gens nous opposent toujours la question de l'essence et de la biologie, de la race comme catégorie essentielle. C'est pas ça. C'est certains corps associés à certains discours. Parce que des gens pourraient avoir nos corps et tenir des propos complètement différents, et on les laisserait parler, même si moi, je pense qu'à un moment ou un autre, l'appréhension de leur corps et le poids de ce corps dans l'histoire et la culture les mettrait face à certaines réactions. Donc pour moi, c'est vraiment cette intersection de race, de classe parfois, de genre, c'est tout à la fois. C'est tout à la fois. Mais pour revenir au premier point, moi, ce que je trouve commun à toutes ces attaques, c'est l'ignorance crasse. C'est vraiment de la bêtise. C'est vraiment de la méconnaissance. Et le privilège même de l'ignorance, c'est-à-dire de pouvoir essayer de, je sais pas, argumenter, constituer des arguments qui n'ont pas de sens, si les personnes ont la connaissance des thématiques que nous étudions ou que nous travaillons. Donc il y a des choses qui sont prononcées dans ce qu'on vient de voir, qui sont juste des inepties. Et ces inepties, elles deviennent acceptables uniquement quand entre en jeu justement ce corps et ce discours. Sinon, si par exemple tout le monde était du même corps ou si tout le monde était du même milieu, il y a des éléments de conversation qui ne pourraient pas avoir lieu. Il y a des arguments qui ne tiendraient pas debout et qu'on pourrait démonter facilement. Là, il y a une sorte de mauvaise foi qui joue à travers la perception de ces corps. Puisque c'est vraiment, enfin, le niveau des attaques, il est tellement nul que moi, c'est ce qui me frappe. Et il est commun à tous les... voilà, très violent. Et des contre-vérités et des mensonges, des choses qui juste ne sont pas vraies. Et la vérité, c'est aussi la réalité. Donc, on n'est pas dans la réalité à partir du moment où on est face à un corps qui veut dire quelque chose au niveau historique et politique. On y reviendra à la fin de l'émission. Françoise, tu veux une petite réaction? Tu t'endors déjà? Non, pas du tout. Tu étais fascinée par ce que disait Pas du tout, pas du tout. Non, je m'attendais pas. Alors, moi, je dirais plusieurs choses. Je pense que, d'une part, ce n'est pas par hasard que ce soit des femmes qui soient visées, puisqu'il y a des hommes racisés qui disaient aussi des choses très fortes, mais ce sont ces femmes dont on voit la photo, dont on lit le nom dans les journaux. D'une part parce que où on est la fille exotique ou la beurette ou enfin tous les autres noms, et là on peut l'écouter. Mais comme nous sommes radicalement anti-impérialistes, antiracistes, anticapitalistes, ça n'est pas possible.
D'autre part, je pense aussi c'est des réactions derrière. Il y a l'importance du féminisme blanc. Vraiment, non, mais c'est très important parce qu'en fait, il faut aussi isoler ces femmes-là pour faire avancer ce féminisme blanc qui, lui, avance sa mission civilisatrice. Et la troisième chose que je dirais, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où se multiplient les lois de protection autour des femmes, ou des discours étatiques, où il faut protéger les femmes, où des lois sont même avancées, ce sont des femmes qui sont attaquées. Et là, je pense qu'on peut parler justement de cette question de sorcière. Bien sûr, c'est le sujet dont on parlera aujourd'hui. Ouya, toi qui a été particulièrement attaqué. Ouais, oui. En fait, oui. Alors, pour aller vraiment dans cette direction, je pense qu'il n'y a pas vraiment de mystère pour expliquer la raison pour laquelle on est traité de cette manière-là. Moi, je pense qu'on pulvérise un fantasme, on pulvérise une idée raciste selon laquelle, effectivement, on est soumise, on est sous la domination d'un patriarcat et d'une civilisation et d'une religion ou de communautés particulièrement oppressives. Et donc, finalement, on nous aime à la fois... On critique la condition dans laquelle on est, on voudrait nous en libérer, mais en même temps, on se réjouit finalement de nous voir dans cet état-là, puisque le monde blanc peut, à ce moment-là, venir, en tout cas prétendre vouloir nous sauver. Mais quand on pulvérise cette image, lorsque... Maboula, tu disais, on n'était pas militante, mais tu as une parole publique. On est des femmes qui avons une parole publique, on défend des idées, et... plus précisément, on défend des idées aujourd'hui subversives. On se reconnaît dans l'antiracisme politique, on se reconnaît dans l'anti-impérialisme, qui est aujourd'hui un peu le parent pauvre de la gauche française. On est sur une ligne qui remet en cause la domination occidentale sur le monde, et ça veut dire qu'on est des combattantes, on est des femmes en lutte. Voilà. Et on n'est donc pas à la place à laquelle on est censé être assigné. Et ça, c'est absolument inacceptable. C'est inacceptable. On n'est pas là où on nous attend, là où on devrait être. Alors c'est vrai que pour la question la question du genre, le fait qu'on soit attaqué en tant que femme, on pulvérise donc le projet qui est celui de devenir une beurette, par exemple, pour ce qui me concerne moi, par exemple. Donc on pulvérise ce projet, mais pour autant, les hommes sont aussi très attaqués quand ils deviennent connus. Je veux dire, on prend l'exemple de Tariq Ramadan. Moi, je ne connais pas une personnalité publique qui s'en est pris autant dans la gueule que Tariq Ramadan. Mais là, il faudrait quand même qu'on s'attarde un peu plus sur les modalités d'accès à la parole publique, parce qu'il me semble que malgré tout, on a peut-être un avantage sur les hommes à ce niveau-là. Donc, il me semble que si les hommes avaient peut-être autant d'accès à la parole publique, je pense qu'ils s'en prendraient autant. Peut-être dans l'avantage qu'on a aujourd'hui. Oui. Comment c'est aujourd'hui que les femmes auraient, par exemple, cet avantage, mais pendant longtemps, de manière classique, les femmes ont eu ce désavantage par rapport à la parole publique. Tu penses que les hommes non blancs avaient la parole en France ? Oui, enfin en tout cas les personnes qui se sont exprimées publiquement ou ceux qui ont été reconnus comme des intellectuels ou des hommes politiques, c'était des hommes. Je pense qu'il y a vraiment, pour reprendre ce que tu disais, il y a quand même quelque chose aussi autour de l'image d'une femme. Quelle est la femme libérée qui peut exister aujourd'hui quand elle est racisée, noire, musulmane, etc. Il y en a une, et il y en a d'autres, non. Et puis je pense qu'il faut isoler, il faut nous isoler. Il y a aussi toute une stratégie absolument misogyne au sens fort du terme, pas de la question du genre. Il faut nous isoler, il faut qu'on ait peur d'être avec nous. Je veux dire, c'est ça la question de la sorcière. C'est ça la question de la sorcière, c'est vraiment de nous mettre au bûcher. Justement, on y revient. Ismaël ? Oui. Alors ma réaction, là, on va dire à chaud. Enfin, je suis souvent schizophrène quand j'entends des propos pareils, parce que j'oscille entre pas la sidération, mais je veux dire parce que le niveau est tellement en fait bas que je me demande en fait comment élaborer et proposer une pensée structurée, un discours structuré quand j'entends des inepties en fait qui s'expriment en plus hors sol, hors réel, hors réalité en fait de nous toutes déjà, mais de ces femmes qui sont racisées, silenciées, assignées à un endroit où justement on les veut, on les souhaite, et qui évidemment vont déranger.
quand elles sortent de ce rôle, de cette assignation, parce que moi j'aimerais revenir, alors évidemment je partage tout ce qui a été dit, peut-être avec le paramètre en fait colonial. Le paramètre, voilà, on va y revenir, mais juste peut-être, c'est peut-être la porte d'entrée que je choisirais pour y rentrer, parce qu'une femme en fait qui porte un foulard avec toute la logorée, veut dire les vomissures à longueur de jours, de mois et d'années qui sont en fait qui sont développées et vomies à longueur d'années sur les portes qui portent en foulard. Moi, je refuse le terme de femme voilée. Hein. Je suis une femme qui porte en foulard. Et donc, je suis une femme en fait qui entend avoir le monopole sur ma façon de me définir, sur ma liberté de choix, mon droit de choisir, mon chemin d'émancipation, mes luttes, mes priorités, mon agenda. Et ça, moi, je comprends en même temps. Hein. Quand je vous disais, je comprends en même temps. Et je comprends avec empathie, pas avec bienveillance. Hein. Pourquoi, en fait, ça dérange autant ? Parce qu'en fait, nous sommes des sorcières dans le sens que nos revendications éminemment politiques, pourquoi on fait toute cette logorée politico-merdiatique ? Excusez, pour dire les choses telles que je les vis, je les ressens et je les combats. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, comment une femme musulmane qui est pensée, construite à longueur d'année, comme une femme soumise, qui n'a pas droit à la parole, qui parle mal le français, qui parlerait mal le français, et qui a l'audace, en fait, et la subversion de parler et de dire, en fait, et de revendiquer des droits, je ne sais pas si vous vous rendiez compte, dans l'inconscient collectif colonial, ce que ça déclenche et à quoi ça renvoie. Quand on repart dans les années 58 en Algérie, où les femmes de ces généraux français mettaient en scène les cérémonies de dévoilement sur la place publique, ça voulait dire quoi ? Ça renvoie en fait au contrôle du corps des colonisés. Et quand je dis décolonisés, c'est sciemment, je ne dis pas ex-colonisés. Parce que ce fantasme, en fait, cette réalité qui est à longueur d'année en fait déployée, elle est persistante. Et moi, je vous renvoie juste au débat en fait nauséeux et nauséabond qui ont eu lieu autour de cette loi dite séparatiste, ou que moi je nomme loi séparatiste, justement, autour justement des femmes musulmanes, des femmes racisées. Alors, bien souvent, on les présente comme à libérer. Mais excusez-moi, alors plus souvent je dis ne me libérez pas, je m'en charge déjà d'une. Je sais faire, ça coule dans mon ADN. Soit dit en passant, je le dis parce que je suis devenue algérienne dans le regard de celles et ceux qui m'ont construite comme une ennemie de l'intérieur. Donc combattre, lutter pour mes idées, pour ma liberté, avec les miens, d'accord ? Ça je sais faire, ça coule dans mes veines et dans mon ADN. Ce qui est intéressant sur ce que tu dis, c'est que celles qui sont attaquées, c'est aussi voilà, les femmes qui portent le foulard et qui portent très souvent une parole antiraciste, décoloniale, etc. Mais même celles qui porteraient un discours tout à fait banal et militant, je pense par exemple à Mariam Pouchtou, l'ancienne secrétaire de l'UNEF, à qui on a reproché, alors qu'elle ne parlait absolument pas de racisme, elle ne parlait absolument pas d'islamophobie, on lui a reproché le fait de porter un voile. Donc il y a, au-delà de ça, peut-être la présence même de la femme musulmane dans l'espace public qui dérange. Oui, mais on l'a reproché à Menel. Exactement, qui chantait, qui était très insérée dans le monde médiatique. Enfin, voilà. Mais oui, mais parce que pourquoi elle brouille en fait les codes sur lesquels sont construites en fait ces femmes-là. En fait, on les veut pas, on les veut à certains endroits. Ça dérange pas en fait quand elles font le ménage dans les écoles ou c'est pas ça. Ou des mamans qui apportent les fameux gâteaux de l'Aïd à l'école. On les veut bien dans les kermesses pour préparer le couscous. Ça dérange pas en fait parce que c'est là en fait où on les a pensées, on les a construites. Mais vous comprenez bien qu'une femme, d'accord, construite, d'accord. Alors, si on retourne dans la Renaissance, d'accord, comme la sorcière qui était persécutée, brûlée en place vive, en fait, ces nouvelles sorcières, elles sont brûlées en place publique actuellement, mais d'une autre façon, en fait. Et sachant que nos revendications, nous, on sait éminemment qu'elles sont éminemment politiques, et c'est parce qu'elles sont politiques que nos adversaires, d'accord, les reconstituent, d'accord, en demande communautariste, particulière, islamiste, et toute la logorée avec les istes. Je ne comptais pas en parler maintenant, mais de toute
toute façon, ça fait partie aussi du déroulement du débat. Je vais vous donner la parole de suite. Tu parlais notamment du dévoilement des femmes en 1958 à Alger. Il y a ces phrases absolument très intéressantes de Frantz Fanon. Il parle dans Sociologie d'une révolution. Il dit « Si nous voulons frapper la société algérienne dans ses facultés de résistance, il nous faut d'abord conquérir les femmes. Il faut que nous allions les chercher derrière le voile où elles se dissimulent et dans les maisons où l'homme les cache. » Et ce qu'il dit aussi, ce qui est très intéressant aussi à la fin, dans un premier temps, c'est l'action, ce sont les projets de l'occupant qui déterminent les centres de résistance autour desquels s'organise la volonté de pérennité du peuple. Si on en revient à ton expérience à toi, parce qu'on voit bien ce continuum colonial extrêmement présent dans la société française, est-ce que le fait aussi de cet acharnement à vouloir enlever le voile, enlever le foulard aux femmes, est-ce que c'est ce qui a aussi déterminé ton appartenance, ton attachement au foulard en tant que... Ça n'a pas déterminé parce que moi, mon attachement, il est de l'ordre de la spiritualité, oui, de pas déterminé, mais en tout cas qui aurait participé à... En fait, il a participé en fait à ma structuration, à mon expérience politique. Ça, c'est indéniable. Et je suis très contente de ce parcours-là, d'ailleurs. Hein. C'est pour ça que, je ne sais pas si je le disais en introduction ou en aparté avant l'émission, oui, j'ai eu ma phase intégrationniste, hein, où j'étais persuadée que, de toute façon, en parlant du fait religieux sur un mode thérapeutique, ça allait en fait calmer tous les islamophobes et les racistes, où j'ai participé dans des espaces avec des intellectuels, des chercheurs, des chercheuses, des philosophes qui étaient engagés sur un mode antiraciste. Pour le coup, après coup, maintenant, avec l'expérience là de plus de 15 ans, antiracisme au mot moral. Hein. Et je me suis rendu compte que finalement, j'aurais beau de toutes les façons possibles, d'accord, expliciter qui je suis, ce qu'est l'islam, pourquoi je porte le foulard, c'est quoi le foulard, ça ne marche pas. Et ça, je passe mon temps ces dernières années à dire dans tous les espaces dans lesquels j'interviens. Ma profession me permet d'être dans le monde entier, des States en Iran, du Sud au Nord. Je passe mon temps à dire, ça ne fonctionne pas. Et ceux et celles qui, du matin au soir, passent leur temps à nous dire c'est une question d'ignorance, de méconnaissance, ça n'est pas vrai. C'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le même registre. On est sur des logiques et des mécanismes profondément racistes. Et donc, il faut combattre ces logiques et ces mécanismes, d'accord, politiquement. On va revenir de toute façon sur les expériences et sur les parcours de chacune, mais j'aurais aimé avoir vos réactions à vous deux. Mirabel, quel regard tu portes toi, sur ces femmes pour qui tu as épousé la cause aussi? Moi, je vois d'abord majoritairement des hommes infâmes en face. Je veux dire... et des femmes qui endossent en fait ce qu'on attend d'elles dans ce monde-là. Hein, voilà. C'est vrai que moi j'ai accepté d'écrire avec Ouria un texte à l'occasion du 8 mars cette année sur la question, en reprenant la question des sorcières, parce que effectivement c'est une histoire qui a été remise en selle hein, par une partie du mouvement féministe, alors plutôt dans les années 80 d'ailleurs. Dans le mouvement écoféministe, hein, qu'on a appelé a posteriori écoféministe, donc qui n'était pas forcément un mouvement directement féministe, mais qui construisait des luttes avec des objets précis, qui étaient liés d'ailleurs à la question du ravage du nucléaire, de l'appropriation des terres, donc très liés sur des questions d'écologie, dans lesquelles les femmes se reconnaissaient, parce que en fait, c'était la destruction de leurs terres et potentiellement de la vie de leur famille qui était en jeu. Et que, en fait, toute la redécouverte de ce moment-là, au moment de la Renaissance, des bûchers de sorcières, en fait, correspond, c'est ce qu'a mis notamment en évidence quelqu'un comme Silvia Federici, correspond à une destruction, en fait, des formes, y compris de solidarité communautaire, des biens communs, sous le phénomène, avec le phénomène des enclosures, donc, où en fait il y a une appropriation des terres et une privatisation des terres, où on expulse les pauvres qui pouvaient avoir accès à des terres dont dépendait leur survie, et notamment des femmes. Voilà. Et c'est vrai que moi je trouve que le lien est pertinent si on veut le rapporter à la situation d'aujourd'hui, parce que je trouve que hériter de certaines histoires, ça peut devenir un espèce de folklore en fait, et que dans
une partie du mouvement féministe qui aujourd'hui aime cette histoire-là, aime se la raconter, n'en tire pas les conséquences nécessaires, quoi. C'est-à-dire que, et donc moi je reprenais la citation de l'activiste américaine Starhawk, donc qui se définit elle-même comme sorcière, prise dans des pratiques de rituels liés à des luttes écologistes, mais qui dit en fait si cette histoire des sorcières nous intéresse, c'est parce que la fumée des bûchers doit encore être dans nos narines. Et en le disant, et je le disais dans ma tribune, elle pointe la question de reconnaître les inquisiteurs en fait, et dire les inquisiteurs sont toujours parmi nous. Or là, on a un beau florilège d'inquisiteurs, c'est-à-dire des gens qui, avec toute la mauvaise foi du monde, vont pouvoir activer le régime de la délation, mentir éhontément, voilà, et puis par effet de répétition, faire en sorte que ce mensonge fasse office de vérité dans la société dans laquelle on existe. Voilà. Et là, on est face à des femmes qui ont endossé un rôle public, mais moi, en tant que militante, je suis pas vraiment militante féministe en fait, parce que aussi je me suis un peu détachée de ce mouvement-là dans les pratiques dans lesquelles je suis prise dans des collectifs locaux. Mais évidemment que cette question d'un traitement différencié des femmes indigènes, il est partout. Enfin, je veux dire, en fait, ces gens-là le disent publiquement, mais ça a des répercussions dans les vies en fait des gens. Et moi, je l'ai vu dans le traitement des enfants de femmes racisées à l'école. En fait, on ne les traite pas de la même manière, quoi. Et l'institution est raciste dans sa manière de parler aux parents. Voilà, je le vois dans mes pratiques professionnelles aussi, quoi. Donc il y a toujours une suspicion qui est portée, et ce régime-là médiatique renforce cette suspicion partout. Donc là, c'est important de dire on est face à des femmes qui méritent notre soutien, parce que en fait, elles sont confrontées aux ennemis qui devraient en fait nous occuper, nous. et c'est contre eux qu'il faut lutter. Et donc comment on active un régime de solidarité concrète. Et ça se travaille en fait. C'est toute l'histoire du féminisme blanc sur lequel on va revenir, Wissam. Oui, alors moi je vais être assez court parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites déjà. Moi je vais revenir sur l'extrait, c'est qu'on voit, c'est comme tu as dit Ouria, qu'il y a aussi des femmes qui participent maintenant, qui participent à cette chasse aux sorcières. Après là, c'est des femmes qui sont de droite et qui se revendiquent pas du tout du féminisme. Elisabeth Lévy et l'autre, je sais plus qui c'est, mais je sais qu'elle est très offensive contre le féminisme. Mais comme tu as dit Vergès, il y a aussi le féminisme blanc. Françoise Vergès, pardon, excuse-moi, parce que comme tu as dit Françoise, comme tu as dit Françoise, pardon, il y a aussi le féminisme blanc qui participe à ça, en étant offensif ou alors en étant très silencieux. Quand vous vous faites attaquer, et parfois j'ai l'impression qu'elles oublient que vous êtes des femmes. Ouria, je crois que tout le monde oublie que Ouria Boutelja est une femme et elle se fait attaquer en tant que femme. Mais c'est ça le racisme. Oui. C'est vraiment la création de ces catégories simplistes. Et donc, si tu es, on va dire, je sais pas moi, alors en France on dit racisé ou moi je dis plutôt négativement racialisé, tu n'entres que dans une seule catégorie. Et la catégorie femme, elle est associée très étroitement à la catégorie de la blanchité. Une femme, c'est une blanche. Si tu n'es pas blanche, tu es moins femme. Et donc, comment et qu'est-ce qu'on fait de toi? Et donc, si tu es femme et que tu es arabe, et voilà, ou tu es femme et tu es musulmane, et c'est la catégorie qui va primer, c'est la catégorie arabe ou la catégorie musulmane. Et ce ne sont pas les mêmes catégories que femmes. Il n'y a pas de racisme sans sexisme. Tu Bien parlais sûr. de Silvia Federici dans Caliban et la sorcière. Elle fait le point, c'est la chasse aux sorcières au moment. C'est le début de la traite transatlantique. On a 3 événements au même moment. Les communs qui disparaissent, la chasse aux sorcières, la traite qui commence. Et il y a vraiment et c'est ça que ces femmes ne veulent pas voir en ne voyant que la question, etc. Elles ne voient pas cette liaison. Et ce que disait Maboula, c'est-à-dire que tous les genres ont été racialisés, les sexualités ont été racialisées, et elle croit que la femme, ça existe, ou l'homme, ça existe. Et nous ce qu'on dit, c'est non. Donc c'est exactement, oui, c'est ce que tu dis. Il y aura des parallèles à faire aussi dans l'imbrication entre les hommes et la race. Et je voulais finir sur un deuxième point, c'est que, alors bien sûr, il y a le fait que ce soit des femmes non blanches
qui sont sur les plateaux, et donc l'acceptabilité de ces cordes sur les plateaux, mais je pense qu'il faut aussi leur rendre hommage et dire que c'est aussi leurs propos, leurs engagements politiques, le fait qu'elles portent un message antiraciste, parce que sinon ils pourraient très bien accepter des Rachel Kahn. Bon, ils l'acceptent aussi parce qu'elle est noire, hein, voilà, elle dit qu'elle refuse de se faire raciser, mais elle se fait raciser même par les gens qui refusent la racisation. Mais donc, moi je pense qu'il faut revenir aussi sur les propos qu'elles tiennent, et qu'ils se rendent compte que, et c'est là qu'on voit l'importance du discours antiraciste, c'est qu'ils se rendent compte qu'elles remettent en cause quelque chose qui structure l'État, qui structure la France. Et c'est pour ça que, par exemple, on a eu Daniela Bono, qu'on lui a dit, mais vous pouvez dire vive la France, vous pouvez le dire. Et aussi, pour dire à quel point c'est important, on a même des gens comme Elisabeth Lévy, alors il n'y a pas plus droitard que Elisabeth Lévy, qui regrette que 68 ne soit plus 68. Ouais, donc même, voilà, à partir du moment où on parle de race, là ils sont vraiment en panique, et c'est aussi pour ça que ça les fait paniquer. Et puis il faut prendre au pied de la lettre l'accusation qui t'est faite d'être ingrate, en fait. C'est ça, en fait. Nous sommes des ingrates. C'est ça, en fait. C'est vraiment sincère. Ça, c'est l'une des insultes. On n'est pas reconnaissante. Ou l'un des reproches les plus sincères. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a l'ingratitude, la question de l'ingratitude qui n'apparaît, même si là dans l'extrait c'est Alain Finkielkraut qui poursuit son message en disant moi en tant que fils d'immigré, mais c'est pas ça, c'est pas la question de la filiation avec l'immigration, il ne la porte pas dans son corps. Et donc, il y a des corps qui ne peuvent être que... émettre, en tout cas, ou faire publiquement acte de gratitude envers la France. Parce que ce qu'on imagine tout de suite quand on me dit ça à moi, c'est qu'est-ce qui vous serait arrivé si vous étiez resté dans la Côte d'Ivoire de vos parents? Vous auriez été excisé, 15 enfants, vous n'auriez pas été à l'école et vous feriez moins la maligne à l'université de Tours. D'ailleurs, c'est ce qu'ils avaient dit à Daniel Obono, vous qui êtes né au Gabon. Oui. Vous qui êtes né au Gabon, vous auriez sans doute jamais eu cette carrière-là. Pour qui vous prenez-vous? C'est ça la question. Mais précisément, on lui demande de dire vive la France parce qu'il faut qu'elle soit reconnaissante. Ça veut dire faites allégeance. Voilà, remerciez-nous, en fait. Mais c'est les demandes qui sont chaque fois faites à toute personne racisée d'être reconnaissante, qu'on l'accepte dans une petite place marginale. Toute la racisation en Europe, c'est ça. C'est cela. C'est vraiment le rituel d'humiliation par lequel toute personne racisée doit passer et courber la tête en disant « je vous remercie ». Voilà. Et ça a à voir avec quelque chose aussi. Hein. Ça a à voir avec le fait de la mission civilisatrice des anciens colonialistes, enfin anciens entre guillemets. Hein. Ouais. Bon, excusez-moi, de temps en temps, je vais euphémiser mon propos. Il me reste des restes d'intégrationnistes qui reviennent. Exactement. Donc, parce que ça participe de ça. C'est en fait, moi, ce qui est dit, alors, clairement, parfois, de manière directe, assumée. Ouais, mais bon, quand même, Ismaël, tu te rends pas compte, tu es en France, tu as eu la chance d'aller à l'école. Et donc, en fait, ma trahison, elle réside dans quoi? Elle réside que comment moi qui suis allée à l'école de la République, hein. Bon, ça dépend de quelle République, hein, parce que il y a quand même eu la République bananière, esclavagiste, coloniale. Ainsi. Comment toi, en fait, je sais pas, tu te réveilles un jour, tu dis ah bah mince, tiens, tu vas porter ce symbole, en fait, le parfait symbole. Et en plus déterminé de manière essentialiste et définitive, hein, ce symbole parfait de l'oppression faite aux femmes. En fait, c'est ça en fait qui est renvoyé à nos divers niveaux, hein, quel que soit en fait le chemin d'engagement, de combat, mais parce que nous sommes racisés, donc c'est ça en fait, l'allégeance, voilà, la reconnaissance, la gratitude, la loyauté, parce que finalement nous sommes des traîtres. Nous sommes des traîtres à la République, à la laïcité, au féminisme, sans qu'on n'ait jamais pris la peine chez ces gens-là, hein, d'avoir posé le prérequis de définir de quoi on parle. Hein. Parce qu'il y a un sous-entendu, effectivement, le mot de trahison est très important, puisque en fait, on était programmé justement pour accepter la forme de libération qu'on nous proposait. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment lire la loi de 2004, la loi contre les signes religieux, comme une punition. Absolument, tout à fait. Nous sommes collectivement punis et les femmes sont punies pour ne pas avoir accepté ce cadeau qu'on leur faisait, en fait, ce cadeau généreux qu'on leur faisait. Et en fait, le sous-texte, c'est aussi que la trahison, elle vient du fait que non seulement les femmes musulmanes ont trahi, mais elles ont, dans le sous-texte, elles ont choisi
un autre patriarcat en fait. Elles ont Exactement. choisi de Ouais, bien rester sûr. chez elles en fait. Ouais, c'est ça. Et ça, ça veut dire qu'en fait, à la fois la trahison, mais aussi une trop grande loyauté vis-à-vis de sa communauté. Je vais juste passer la parole à Mirabel et après on passera à un autre. C'est vrai que tout à l'heure je mentionnais un peu le fondement des chasses aux sorcières en Europe sur la question de la destruction des communs et des solidarités communautaires. Et moi, il me semble que le déchaînement de violence arrive souvent au moment où il y a un refus de lâcher sa propre communauté, quoi, où l'attachement communautaire il prime dans vos discours aussi, et qui, moi, me semble être une entrée hyper importante. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans un pays blanc, laïcard, dans une famille athée. Ben, je peux comprendre à quoi on a besoin de se rattacher, parce qu'en fait, la figure de l'universel... je trouve que c'est une figure qui est surtout vide en fait, et à quoi on se rattache, quoi. Donc moi et par ailleurs, dans beaucoup de luttes en fait, la question communautaire a été au centre. Voilà, je peux penser, ce mot de communauté a été revendiqué par ACT UP dans les luttes sur la question du sida et tout ça. Et en fait, c'est des vecteurs puissants en fait de reconnaissance et d'activation de résistance. Donc et moi j'ai l'impression que c'est souvent au moment où on dit, vous dites, non, je ne lâcherai pas les miens. Et ça, c'est ça la trahison suprême. Et en fait, c'est de dire, je ne lâcherai pas les miens, et il pourra exister ici des formes qui vous échappent. Et en fait, ce qui est impardonnable, il me semble, pour le monde blanc, c'est d'avoir la sensation qu'on peut nous échapper, quoi. Et en réalité... Et qu'il n'est pas indispensable. Qu'il n'est pas indispensable, qu'on peut lui échapper, parce qu'on est aussi dans des sociétés de contrôle ultime. Et là, en tant que féministe, on peut faire des liens, en fait, sur ce qu'on a vécu dans nos corps de femmes, où il y a cette volonté de contrôle perpétuel. Donc moi, je trouve que les liens, ils sont puissants, et ils peuvent être déplacés pour retrouver des formes de solidarité active entre nous, quoi. Mais justement, sur la condition de la femme, Ouria, toi, dans ton livre, tu dis notamment que tu appartiens à ta famille, que tu appartiens à tout ça. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'en fin de compte, cet acharnement aussi à l'encontre des femmes, est-ce que les femmes ne constituent-elles pas une forme de clé de voûte, en fait, qu'il s'agirait de s'emparer en fait pour ensuite pouvoir avoir une sorte de domination totale, quoi, parce que c'est ce qui ressort notamment dans ce que dit Frantz Fanon aussi, c'est en ayant les femmes, on pourra ensuite avoir une domination totale. Il y a ça, et puis il y a quand même une guerre terrible contre les femmes. Donc tu as à la fois le fait qu'il faut que les femmes... c'est la question quand même d'une domination, je dirais. Puis alors que les femmes avec le foulard, elles devraient dénoncer le patriarcat terrible qui est par nature, dont l'islam, dont les Arabes sont par nature, portent par nature. Le plus dur de la planète. Oui, le plus rare, oui. Et puis pour les femmes d'Afrique subsaharienne, c'est les 15 enfants, l'excision, tout ça. Donc tous les vieux discours coloniaux reviennent. Mais tu as ça, mais tu as en même temps l'incroyable violence contre les femmes. En ce moment, le fait que toutes les femmes qui travaillent à temps partiel, je veux dire, c'est les femmes racisées qui ont été dans les fameux métiers essentiels durant la pandémie, qui sont en premier rang, qui subissent la violence raciale, la violence sexuelle dans leur métier. Donc tu as à la fois un discours complètement vous devriez pas échapper, et un discours, il y a une violence en ce moment économique, politique, culturelle contre les femmes racisées et les classes populaires. Donc tu as à la fois une guerre qui est menée avec un discours, et comme le disait, de mission civilisatrice. C'est-à-dire le discours de mission civilisatrice est un discours qui constamment masque la violence, qui masque et dit vive la France, on vous a donné l'éducation, blablabla, pour masquer la violence quotidienne qui est faite. Je pense qu'il faut remettre, si tu veux, à la surface la question de la violence. Il y a une violence profonde. Et c'est cette violence qu'il faut mettre en avant, et non pas les autres discours. Il y a une guerre qui est faite contre les femmes racisées, les femmes des classes populaires et racisées. C'est absolument clair. Les autres, c'est effectivement, on les sort parce qu'il faut en sortir quelques-unes qui viennent dire « mais moi, je n'ai pas subi le racisme », tout ça, etc. Mais n'oublions pas la guerre économique qui est faite, la guerre sociale qui est faite, la guerre culturelle, les langues qui sont interdites. Alors là, parce qu'on ne parle que de la France, mais vous me connaissez, moi, je n'oublie jamais ce qu'on appelle les Outre-mer. Il y a une guerre qui est menée. C'est absolument terrible, je veux dire. Et cela, à la fois, et en Algérie, c'était cela. Les femmes, on voulait les dévoiler, et en même temps, les tortures
contre les femmes étaient particulières. Les viols étaient systématiques. Et les viols, pas simplement des femmes qui étaient arrêtées. On le sait, puisque dans les livres récents, on le dit, les soldats, les officiers leur faisaient comprendre qu'ils pouvaient y aller quand ils arrivaient dans les villages. Allez-y, on ferme les yeux. Le viol fait partie absolument de la terreur que le pouvoir installe. Et donc, c'est là que ça se détache aussi des campagnes d'un féminisme blanc bourgeois contre le viol, où elle ne voit pas que le viol est au cœur de la domination raciale. C'est une de ses armes, c'est pas quelque chose à côté. Je comptais pas en parler maintenant, mais bon, vu qu'on parle de plusieurs sujets, justement, en fait, sur cette guerre qui est menée à l'intérieur des frontières nationales en France, je me demandais, est-ce que cette guerre intérieure-là, il ne faut pas la lier aussi avec une guerre extérieure? Est-ce qu'il n'y a pas une dialectique aussi à mener entre les guerres intérieures qu'on mène sur le foulard, notamment, sur les femmes, et aussi, en même temps, un discours qui mène une guerre pour la libération des femmes, pour le droit des femmes dans le monde? Je pense évidemment à l'Afghanistan, par exemple. Maboula? Mais ça, c'est commun, comment dire, avoir recours à la soi-disant libération de la femme pour civiliser, ou pour, ça fait partie de tous les projets coloniaux. On rentre, enfin, que ce soit l'Algérie, que ce soit l'Inde. Voilà, en se disant, par exemple, en Inde, c'était quoi est-ce que c'est Sati? Voilà, Sati, les femmes qui devaient mourir, enfin s'immoler après la mort de leur mari. Et on va déclarer, en tout cas les Britanniques vont dire c'est barbare, c'est sauvage, et on peut en penser ce qu'on veut, évidemment. Mais on se sert d'un fait culturel en disant qu'on va protéger la femme pour en fait détruire une culture. Donc c'est commun à tous les projets coloniaux. Se masquer ou on va dire se cacher derrière une libération de la femme, atteindre la femme pour détruire la culture visée. Et ça, je veux dire, des temps coloniaux vraiment reconnus comme tels jusqu'à aujourd'hui, c'est commun. Donc, une fois qu'on accepte justement ce passé colonial, il y aura toujours une dialectique, comme tu viens de le dire. Il y aura toujours le ici et l'ailleurs. Et l'ailleurs qui soit, que ce soit les Outre-mer dont vient de parler Françoise, ou l'ailleurs qui sera l'ancien empire colonial, que ce soit de la France, de la Grande-Bretagne, je ne sais pas, du Danemark, de l'Espagne, du Portugal. Il y a toujours ces centres et ces périphéries. Et quelle que soit la chronologie. Donc en France, même si on a du mal à accepter, en tout cas dans le mainstream, l'importance et la centralité de l'Empire français, pour plein de raisons, jusqu'à aujourd'hui, il y aura deux territoires, que ce soit l'Hexagone et les Outre-mer, que ce soit l'Hexagone et les anciennes colonies. On pense au Boumidom, par exemple, qui était... voilà. Aux avortements forcés, ou à ce qui se passe aujourd'hui aussi, vraiment. C'est pas simplement hier, ce qui se passe en ce moment en Guadeloupe, en Martinique, le fait que ce soit des jeunes femmes qui soient visées, inculpées en Martinique pour avoir fait tomber Schœlcher, ça continue. Et que ce soit donc l'ancien empire colonial, ou après ce qui se passe au niveau de la politique étrangère. Et c'est là que tu as parlé, par exemple, de l'Afghanistan. Et voilà, donc il y a toujours un ailleurs. Il y a un ailleurs et il y a un centre. Et ce centre qui essaye de gérer cet ailleurs, mais de ce centre qui est toujours en relation avec cet ailleurs. Et je pense que ce n'est pas la peine de fantasmer la France, en tout cas cette France conçue comme hexagonale, comme autosuffisante. Elle n'est pas autosuffisante. Elle est en relation avec des territoires depuis longtemps et de manière simultanée. Oui, et puis là-dessus, en fait, on note aussi qu'il y a une résurgence des violences faites aux femmes dans le monde entier. Enfin, je veux dire, il y a quand même des mouvements qui se soulèvent en Amérique latine sur la question des féminicides. Voilà. Effectivement, Silvia Federici, là, dans son dernier ouvrage, Une guerre mondiale contre les femmes, analyse en fait ça, parce qu'il y a aussi des vraies chasses aux sorcières de nouveau menées, et elle montre bien en quoi en fait c'est intimement lié à l'appropriation capitaliste par le monde occidental et la déstructuration des communautés sur place, c'est-à-dire qu'il y a une guerre faite aux terres pour s'approprier les terres. Souvent, elle montre que les endroits où il y a de nouveau des chasses aux sorcières sur des modalités similaires à celles qu'on a vécues en Europe il y a beaucoup plus longtemps, sont en fait liées par exemple à l'extraction minière, qui est obligé d'enrôler des hommes vivant localement dans des structures paramilitaires, les armant, et voilà, donc il y a tout un processus
qui naît de la déstructuration par le capitalisme occidental et prédateur en fait sur les terres, qui vient déstabiliser en fait des communautés entières. Donc même là en fait, soit on calque une lecture des violences faites aux femmes sur le mode juste les hommes, et puis en plus en rajoutant une lecture raciste, quoi, de dire en fait ces hommes-là seraient particulièrement violents, soit on réintègre ça dans un processus global d'appropriation capitalistique, et auquel cas on voit autre chose. Voilà. On parlait de l'extractivisme, on pensait par exemple à la militante Berta Cáceres qui avait été assassinée au Honduras, enfin, beaucoup de femmes militantes. Mais dans cette déstructuration, c'est de faire des individus isolés contre lesquels après qu'on peut frapper plus fortement. Donc à travers ça, c'est vraiment la destruction des communautés. Et avec cette idée que donc la manière dont on attaque les hommes de ces communautés et les femmes de ces communautés, de toute façon, le but, c'est de déstructurer, de détruire pour l'appropriation et l'extractivisme. Alors les femmes, c'est d'en faire des sorcières, ce qu'on fait de nous en ce moment, et puis les hommes racisés, on va les frapper, on va les tuer, on va les mettre en prison. Et on va les accuser d'être des terroristes, de ceci, de cela, ou des vendeurs de drogue. Donc la manière dont on attaque les corps racisés, elle est sexuée parce que ça marche comme ça dans le monde, dans le pouvoir occidental, mais c'est chaque fois ce qui est visé, c'est de déstructurer les communautés pour faire des individus séparés les uns des autres qu'on peut le plus facilement ensuite réprimer, et justement, surtout sur lequel vont peser des répressions beaucoup plus fortes. Et en plus, excuse-moi, en plus les choses évoluent, parce que quand on regarde un territoire tel que les États-Unis, on a parlé de l'incarcération de masse des hommes africains-américains, mais aujourd'hui, le groupe incarcéré qui grandit le plus vite, c'est celui des femmes africaines-américaines. Donc même si à un moment, on va avoir ces modalités différentes qui vont suivre des lignes de genre, à un moment, de toute façon, ça peut évoluer, et les femmes vont suivre derrière, même dans l'incarcération, alors qu'avant, l'incarcération était une sorte de privilège pour les hommes. Explique ça aux États-Unis, pourquoi il y a cette flambée envers les femmes la précarisation, la question de l'incarcération aux États-Unis, elle est très liée à la question raciale, mais aussi sociale. Et donc, plus on est d'un milieu démuni, plus on a davantage de chances, même pour des amendes ou des choses comme ça. Enfin, c'est dû à la structure du système de justice, du système pénal, qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, le groupe qui grandit le plus vite quant à l'incarcération, ce sont les femmes. Juste pour ajouter, pour les femmes racisées, il faut ne pas oublier que l'interdit de faire famille, il y a l'interdit de faire communauté, il y a l'interdit de faire famille pour les personnes racisées. On l'a connu sous l'esclavage, évidemment, il n'y avait pas de possibilité de faire famille. Un homme noir ne pouvait pas être un père, une femme noire ne pouvait pas être une mère. Et aujourd'hui, quand on voit la manière dont on sépare les enfants des mères, par exemple à la frontière mexicaine, on voit se poursuivre ces choses, on voit se poursuivre toutes ces politiques d'arracher les enfants à leur famille. Ça s'est fait en Australie, ça s'est fait au Canada, ça s'est fait à La Réunion, ça s'est fait en Martinique, ça s'est fait ici. Ça s'est fait ici en France. Donc la question de la déstructuration des communautés, et comme tu le disais et comme on le disait, que nous choisissons nos communautés, nous ne les abandonnerons pas au nom de votre égalité de genre. Il y a quelque chose qu'effectivement qui résiste à ça, tu vois, et donc c'est là qu'il faut frapper aussi. Non, moi je voulais pas. Je voulais pas spécialement réagir, mais je rajouterais juste pour te rejoindre, François, c'est que c'est sûrement en Amérique du Sud latine qu'on a les plus gros féminicides, mais c'est intéressant de voir les travaux des féministes là-bas, comment elles analysent ça, et notamment c'est Viveras Vigoria avec les couleurs de la masculinité, où elle montre que c'est il faut aussi replacer ça dans la destruction de toute la communauté, et comment en fait vous en prenez à nos hommes, et après c'est nous les victimes. Donc c'est vraiment intéressant de voir comment... Non, mais ça c'est aussi quelque chose que nous on comprend très très bien ici en tant que militantes. Je veux bien dire, sûr. On a toutes participé à la marche de la dignité, les marches de la dignité. On a joué notre rôle historique en menant, en dirigeant ces marches, parce que dans la situation concrète des luttes en France, eh bien c'est évidemment les femmes qui sont souvent les plus amenées à aller secourir les frères, les sœurs, à être en fait à l'avant-garde de la lutte. Donc on joue notre rôle historique d'être solidaire de nos familles, et en particulier de ces hommes précisément qui ont été tués par la police. Donc en fait c'est-à-dire que ce qui est perçu juste comme une espèce de solidarité homme-femme est bien plus que ça. C'est vraiment
comment on n'abandonne pas nos familles, comment on continue en tout cas à soutenir et à tisser du lien communautaire, précisément parce qu'on sait qu'en face, c'est ça qu'on veut détruire. Et donc, pour notre part, et je crois qu'on l'a dit de manière très très forte lors des marches de la dignité, eh bien, vive le communautarisme. Vive le communautarisme. C'était ça le message. Ouais, je disais l'Amérique latine parce qu'ici, je suis désolé de vous dire, vous êtes très minoritaire. Voilà, donc c'est pour ça que je disais en Amérique latine, les féministes, c'est beaucoup plus accepté, c'est beaucoup plus courant. Non, mais faire communauté, l'interdit de faire communauté est quand même stupéfiante, puisque faire communauté, ça fait partie des choses que les êtres humains font. Et donc là, cet interdit, c'est vraiment pour briser quelque chose. Et même le mot communautarisme, tu vois, enlève quelque chose à la question de la communauté, qui est quand même quelque chose, tu vois, et il y a par des personnes qui en plus se communautarisent constamment, hein, parce que vraiment, alors là, on va même pas donner des exemples parce que ça n'arrête pas. Ils n'ont rien à faire du patriarcat et du féminisme. Ça n'arrête pas. Il y a vraiment quelque chose de l'interdit qui est absolument ancré aussi vraiment dans l'esclavagisme, dans la constitution du capitalisme racial. Il fallait pas que ces personnes fassent communauté. Si elles font communauté, elles sont dangereuses. Parce qu'elles trouvent justement des liens de solidarité. Ça va au-delà. La famille, c'est pas justement la structure patriarcale bourgeoise. La famille, c'est la structure de résistance, de solidarité. Et donc, il faut absolument briser cela. Donc, c'est pour ça que notre analyse de la famille ne peut pas être la même. Notre analyse du patriarcat ne peut pas être la même. Absolument. C'est vraiment, c'est quand même bien de s'attarder sur la... Enfin, je veux dire, moi, je trouve que c'est vraiment fascinant la manière dont on a fait de ce mot, la communauté, vraiment quelque chose de dangereux, quoi. Mais c'est accepté. Il n'y a aucun débat possible là-dessus. Je veux dire, à partir du moment où on est stigmatisé comme étant communautariste, c'est-à-dire précisément là où on doit aller, on doit sauver la communauté, eh bien, je trouve que la manière dont on nous attaque sur le thème de la communauté et du communautarisme, et c'est précisément ça qu'il faut... Mais c'est précisément ça parce qu'en fait... la communauté ou nos communautés en fait se jouent en fait nos appartenances, nos attachements, nos solidarités. Ce sont en fait des communautés non pas de repli, mais au contraire de ressourcement, de réparation, de résistance, de résilience. Et c'est ça qu'il faut briser en fait. Il faut briser. Pourquoi, comme tu le disais justement, Françoise. Pourquoi? Parce que c'est là aussi. Moi, je pense à chaque fois en fait à cet épisode que j'ai appris il y a très très longtemps où quand on capturait des esclaves, donc dans l'Afrique subsaharienne, il y avait un rite qui était institué. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait en fait une espèce de, d'arbre, et en fait, on faisait faire aux esclaves le tour. Et symboliquement, c'était quoi? Mais au-delà de la symbolique, c'était en fait qu'on cassait ces attachements en fait. Et on en faisait quoi? On faisait de quelqu'un en fait qui n'avait plus de communauté, qui n'avait plus d'histoire, qui n'était plus inséré en fait dans un maillage d'attachement. Et ça, au niveau symbolique, on retrouve ça actuellement dans ces politiques où il y a un seul communautarisme, évidemment, qui est visé. Hein. On ne va pas parler, comme disait Françoise, du communautarisme blanc, patriarcal. Et moi, patriarcal, maintenant, moi, je rajoute viriarcal. Parce que ce qui se joue aussi dans cette espèce de soustraction du corps décolonisé, d'accord, à cet homme blanc qui fantasme sur le corps des femmes colonisées, c'est aussi attaquer la virilité des hommes indigènes. Et ça, quand on déplie en fait tous les fils qui sont entremêlés et dont on ne parle jamais, puisqu'en fait on est toujours en train de nous balancer des espèces de mots valises qui ne veulent plus rien dire et sur lesquels on ne se penche plus jamais dans aucun débat. Donc c'est ça en fait qu'il faut réinstituer, y compris dans le débat, c'est-à-dire retrouver en fait du pouvoir sur les mots et la façon dont ces mots sont mobilisés, ces notions, ces concepts sont mobilisés contre nous et contre toujours les mêmes en fait. Justement, en fait, ça pose la question évidemment de la relation des femmes non blanches avec les hommes non blancs. Et tu rappelais notamment, Ouria, toi, dans ton ouvrage, à quel point les hommes non blancs ne sont pas nos ennemis. Et tu rappelais aussi la nécessité de les protéger. Je te poserai une question très simple. Protéger contre quoi? Protéger contre qui? Et qu'est-ce qui fait justement la singularité de leur statut dans une société raciste et oppressive? Alors, je dis pas précisément il faut les protéger, je pense qu'il faut se protéger. Oui, on doit tous se protéger. Et donc, ça rejoint le début de
ta démonstration. En fait, il s'agit pour nous, et c'est toute la difficulté de notre condition de femme non blanche, c'est de comprendre effectivement qu'il n'y a pas une catégorie homme universelle. C'est de comprendre aussi qu'il n'y a pas une catégorie femme universelle. Et les hommes blancs ne sont pas les hommes indigènes. Et ça, c'est quelque chose que le mouvement décolonial doit absolument mettre en avant. Évidemment, à partir du moment où on fait cette distinction dans les masculinités, on est accusé de misogynie, de sexisme. Donc, c'est un peu les noms d'oiseaux qui sont voilà. Donc, à partir du moment où on essaye de rentrer au plus près de la relation de domination, où on essaye de faire comprendre dans un contexte donné, pas partout et pas de manière intemporelle et de manière universelle, dans des contextes spécifiques. On parle de la France. Les hommes indigènes ne partagent pas la même masculinité que les hommes blancs. Et la rentabilité, il n'y a pas la même rentabilité en termes de redistribution des masculinités. Il y a des hommes qui sont dominés. On doit bien pouvoir affirmer cela, ne serait-ce que par les constats statistiques et sociaux. Ce sont bien des hommes indigènes qui sont majoritairement en prison. Ce sont bien eux qui sont tués par la police. Ce sont bien eux qui sont contrôlés à partir de 13, 14, 15 ans. Ils ont bien un vécu spécifique en France face aux institutions. Bien, même moi qui suis femme indigène, qui comprend ce qu'est le racisme, qui ai vécu le racisme, je n'ai pas le vécu des hommes indigènes, puisqu'il y a aussi des divergences et des manières différentes que le racisme a le rapport du racisme entre les femmes et les hommes n'est pas le même. Bref, dire ça, juste ça, eh bien, on se prend un tombereau d'insultes sur la gueule. Je vais passer la parole à l'homme indigène, il va se défendre. Hein. Oui, bah non, bien sûr. Non, mais oui, comme tu as dit au début, moi je travaille sur les masculinités subalternes. Et donc, c'est un terme que je préfère à celui notamment qui est utilisé, c'est masculinité non hégémonique, qui a été développé par Raywin Connell. Mais c'est plutôt pour qualifier différentes performances de la masculinité. Donc, ça serait plutôt les masculinités trans ou les masculinités gays. Et je pense que c'est important de développer un autre terme pour parler des masculinités qui peuvent emprunter les codes hégémoniques, mais qui resteront tout de même subalternes. Alors ça, c'est un champ d'études assez peu étudié en France. Il y a Norman Ajari qui commence à s'intéresser. Aux États-Unis, c'est un peu plus développé. Il y a Tommy Curry. Mais en fait, pour illustrer cette idée, je pense qu'il faut revenir sur un propos qu'avait tenu, par exemple, Virginie Despentes. C'est Despentes qu'on dit. Despentes. Virginie Despentes, qui est très très bien d'ailleurs. Hein. J'aime beaucoup Virginie Despentes. Et d'ailleurs, même sur la masculinité, elle est beaucoup plus subtile qu'on ne le croit. Mais elle avait fait une tribune, je me rappelle, suite à la manifestation pour le comité Adama en juin dernier, où c'était une lettre au blanc, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était une lettre au blanc et tout. Et donc très très bien cette lettre, mais il y a une phrase qui m'avait marqué, donc c'était suite pour le Adama, et elle disait, il faut comprendre que être blanc c'est un privilège, comme être homme c'est un privilège. Et dans le fond, la phrase est juste, mais là, elle dit ça suite à l'assassinat de Adama. Et est-ce que, là, pour Adama, être homme a été un privilège ? Là, je pense que c'est intéressant parce qu'après, on va me dire, oui, mais là, c'est parce qu'il a eu le malheur d'être noir. Oui, mais il aurait été une femme noire. Il n'aurait sûrement pas été contrôlé par les flics, il n'aurait sûrement pas été tué. C'est là que si on peut dire, vraiment, enfin, je comprends ta logique. Dans le cas d'Adama Traoré et une femme noire, là, on pose aussi la question plus subtile des identités de genre cis. C'est-à-dire que si tu es une femme noire qui ne ressemble pas à une femme noire, oui, bien sûr, tu es contrôlé pareil et tu peux être tué pareil. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas encore seulement, encore une fois, la question de naissance, c'est encore la question de la performance. Dans l'espace public. Donc, même une femme noire qui ne jouerait pas le rôle féminin hétéronormé de la femme noire dans l'espace public, elle peut être... Mais parce qu'elle sera considérée comme homme noir. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est pas... En fait, ce qui nous distingue des masculinistes, c'est qu'on ne dit pas que c'est la catégorie homme qui pèse sur les hommes noirs, c'est le fait d'être... Sur les hommes noirs et arabes, c'est le fait d'être homme non blanc. Et je pense qu'il est intéressant à noter, c'est qu'ils ne sont pas à 50% hommes et à 50% non blancs. Ils sont hommes non blancs. Ça donne une autre masculinité. L'expérience du racisme donne d'autres identités masculines. Oui, bien sûr. Puis il y a quand même tout le travail des féministes noirs ou des féministes dans l'Amérique du Sud sur la question justement de protéger les hommes de la communauté, tout en travaillant la question des masculinités. Parce que c'est pas parce que... Donc, ce double travail que le féminisme blanc ne veut pas voir et qui est beaucoup plus difficile ou plus exigeant.
Et la question des masculinités subalternes, comme tu dis, il y a aussi tout un travail qui est fait, et il y a quelque chose, si tu veux, qui est quand même parfois, chez des théoriciens noirs, d'en faire quand même le corps le plus, comment dire, Oui, le plus dominé. le plus dominé, plus même par exploité. les femmes, Bien sûr, etc. bien sûr. Et c'est quand même très problématique. Je trouve que ça exige beaucoup plus de choses. Je suis totalement Exige d'accord. beaucoup plus Je de suis choses. c'est- Parce qu'en Afrique du Sud, par exemple, toutes les mouvements de femmes queer noires dans les townships, elles posent des questions absolument fortes, très très fortes, puisqu'il y avait les viols correctifs qui étaient faits, parce que comme ça, elles redeviendraient cis. Je veux dire, on a vraiment, il y a des choses, et c'est très important pour nous, en tout cas dans nos communautés, pour reprendre ce terme, de faire ce travail et de ne pas laisser ce travail sur des questions des masculinités, parce que moi je le dis toujours au pluriel, et des féminités, à ces femmes blanches ou ces hommes blancs, enfin peu importe. Je m'intéresse. Françoise, Non, je suis d'accord, on est d'accord. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve qu'on a vraiment besoin d'aller plus loin, parce que je lis beaucoup de choses, peut-être beaucoup moins en français, mais il y en a beaucoup plus en anglais. Dans le monde anglo-saxon, c'est Oui, un sujet beaucoup qui est sur cette question. Frank Wilderson, avec des réactions quand même de féministes noires que nous estimons, pour lesquelles, qui disent mais vous ne pouvez pas dire ça, tu vois. Et donc il y a quelque chose qui est en train de se jouer où là, je pense que nous, on devrait aussi faire ce travail. Parce que en fait, il y a le thème des masculinités, il est aussi étudié en France, mais et c'est des positions sur lesquelles les féministes matérialistes et marxistes ont fait des critiques très intéressantes. C'est par exemple Daniel Welzerland qui va parler de la prison des hommes, ou Bourdieu qui va parler de la domination masculine et le fait que les hommes sont dominés par leur propre domination. Et comme leur a dit les féministes, leur a dit bah, c'est quand même un peu le beau rôle. Et puis c'est quand même le coût à payer quand on est dominé. Et c'est le coût à payer quand on exploite. Voilà, même les garçons dominés profitent de cette exploitation. Mais il y a quand même des questions à poser sur, comme tu as dit Ouria, est-ce que tout le monde profite au même niveau de cette exploitation? Et j'ai fait on a lancé une émission, c'est Je suis Sam, et d'un coup, d'ailleurs j'invite à aller les regarder, et d'un coup, mais non, mais c'est de la promo, c'est de la promo pour Parole d'honneur. Et donc d'un coup, je parle de l'intersectionnalité et je parle de l'usage qui est en effet très caricatural dans le milieu militant à coup d'addition et de soustraction des privilèges. Et d'un coup, je dis, avec cette logique-là, on dit que les femmes non blanches sont plus dominées que les hommes non blancs parce qu'elles ont le désavantage de genre et le désavantage de race, alors que les garçons ont l'avantage de genre. Et je dis, bah, c'est quand même plus compliqué. C'est quand même plus compliqué. C'est beaucoup plus. Enfin, voilà, c'est bien une sûr. analyse comme ça, c'est vraiment une non-compréhension de l'intersectionnalité. Et je continue l'argumentaire. Je dis c'est plus compliqué parce qu'il y a certains faits où c'est plus compliqué d'être un garçon non blanc. Et je prends l'exemple de l'accès à l'emploi, le fait qu'on doit donner beaucoup plus de CV, de l'accès à l'école, à l'éducation supérieure, parce que ça c'est aussi important, parce que les masculinistes disent que les garçons sont défavorisés à l'école. Et ils ont raison dans le sens où au collège, les garçons réussissent moins bien à l'école. Mais les féministes leur répondent, oui, mais après, dans l'éducation supérieure, les garçons réussissent mieux. Mais moi, je pense que c'est intéressant à noter, c'est de savoir quels garçons on a éliminés au collège. Qui sont les garçons qui font baisser la moyenne au collège et qui sont les garçons qui réussissent à l'éducation supérieure. Et d'un coup, je donne un autre exemple. Quel exemple j'ai donné? J'ai dit, et les garçons noirs et arabes ont moins accès aux boîtes de nuit. Donc là, ça a été catastrophe. J'ai utilisé, j'ai utilisé un argument masculiniste. Et c'était un anarque blanc qui m'avait dit ça, il me dit c'est un scandale. Et je lui dis, mais justement, t'as pas compris mon propos. Je dis pas qu'ils ont été discriminés parce que hommes, je dis pas que c'est le homme qui pèse sur eux, je dis que c'est parce que c'est des hommes noirs et arabes qui sont refusés là-dedans. Et je dis aussi, et que si tu comprenais ce sujet, tu sais que là-dedans, il est question de l'acceptabilité des corps noirs et arabes hommes dans l'espace public, qui sont bien moins acceptés que leurs sœurs. Alors, pour des raisons sexistes, pour des raisons racistes, mais les femmes non blanches sont plus acceptées dans l'espace social que les hommes non blancs. Et je lui dis, et c'est important à noter, parce que déjà, d'une, ça joue sur la façon dont les hommes non blancs se perçoivent, mais surtout, la relation qu'ils ont avec leurs sœurs. Et c'est notamment ces trucs-là qui vont dire qu'il va y avoir une sorte de rivalité entre les masculinités blanches et non blanches, où les femmes non blanches vont être un enjeu de lutte. Et pour finir, et c'est comme ça que je vais rebondir sur les sorcières, excusez-moi pour ce long cheminement, et je pense que ça c'est un point important, et vous l'avez déjà dit, qui fait de vous des sorcières, c'est parce qu'on attend de vous que vous abandonnez la communauté. Et Federici, c'est ce qu'elle explique en fait dans son livre. Il y a beaucoup de gens qui la critiquent en mode ça parle de la chasse aux sorcières alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de victimes. On exagère les chiffres. Mais ces gens n'ont rien compris à Federici. Federici n'insiste pas sur les chiffres. Elle insiste sur l'impact que ça a eu dans les sociétés, le fait que toutes les femmes, à partir de là, étaient surveillées, qu'elles ont été rejetées dans le truc domestique, et surtout que les sorcières qu'on visait, c'était des sorcières qui avaient
une importance pour la communauté et qu'on a totalement détruit ça. Et je pense que là, c'est important avec vous, là, vous êtes des sorcières parce que vous avez une importance pour la communauté, c'est pour ça qu'on vous vit, c'est parce qu'on veut détruire cette communauté n'oublions antiraciste. pas aussi, pour rajouter à ça, c'est que la punition des sorcières était publique. Le lynchage est public, elles étaient brûlées en place publique. La terreur. Et donc la terreur de ça, c'est le lien avec le lien avec les nouvelles sorcières. Il faut que ça soit public, la punition doit être publique. Publique et collective. Publique, collective, elle doit se faire à la fois dans les médias, dans les réseaux sociaux, ton nom doit être traîné dans la boue. Absolument. Comme ça, toutes les femmes ont peur. Voilà. Mais oui, c'est ça. Et puis l'isolement dont tu parlais tout à l'heure. Mais juste pour poursuivre, parce que c'était intéressant, la discussion sur comment justement on aborde à l'intérieur des communautés justement la question des violences masculines, parce que ça c'est évidemment des vérités de toute façon qu'on nous renvoie systématiquement au visage et qu'on doit absolument traiter. Donc évidemment, et ce travail a été fait par les féministes noires aux États-Unis, donc aujourd'hui, mais en fait nous aussi on le fait lorsqu'on mène le combat à la fois antiraciste, antisexiste, etc. On le fait. Il n'en reste pas moins qu'il y a une nécessité à sophistiquer nos discussions, nos débats, et je pense qu'on ne pourra pas ne pas passer par ce qui a été déjà dit ici, mais le redire d'un point de vue politique, d'un point de vue public, il s'agit quand même de faire comprendre, et moi je pense qu'on doit vraiment aller dans cette direction, que les hommes indigènes sont victimes du patriarcat blanc. Il me semble que c'est quand même cette grande structuration du patriarcat qu'il faut remettre en cause, et que la pensée décoloniale et que le mouvement décolonial remet en cause. C'est-à-dire que l'hétérosexisme qui a été imposé à l'humanité depuis la modernité occidentale et qui aujourd'hui qui se généralise alors de manière différenciée selon les publics, mais en tout cas c'est bien cette forme-là qui s'est imposée à l'humanité depuis l'avènement de la modernité occidentale, et bien c'est quand même une forme de masculinité extrêmement violente, mais dont les hommes indigènes sont victimes. Et en France, je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment à la fois on demande aux hommes indigènes, et c'est là la grande injonction paradoxale qu'on leur fait, et qui d'une certaine manière, dont les femmes payent le prix. Ils ont un mandat de masculinité. On leur demande d'être des hommes. Il n'y a pas d'autre modèle. On leur dit, soyez des hommes. C'est quoi être un homme? Ça veut dire se marier, avoir des enfants, protéger sa femme, dans les schémas qui sont les nôtres, dans les schémas dominants qui sont les nôtres. Ça veut dire travailler. Donc, ils ont bien un mandat de masculinité, impératif, mais ils n'ont pas les moyens de ce mandat. Ça veut dire qu'en fait, dans la réalité sociale, ils sont discriminés, ils ne peuvent pas aller travailler, par exemple. Donc là, on est devant un fait clair d'injonction paradoxale où à la fois les hommes doivent être des hommes, mais en même temps, on leur dit, vous ne serez jamais des hommes. Et donc, comment peut-on sincèrement penser qu'au cœur de cette injonction, on puisse produire des masculinités non toxiques? Évidemment que le produit de cela, c'est de la violence. Nous, si on ne le comprend pas, on ne sait pas comment déconstruire cette mécanique. On a bien besoin, nous, de bien comprendre comment la mécanique, elle se met en place pour ensuite produire des démarches politiques, des théories politiques qui soient en adéquation avec notre condition particulière, qui n'est pas une condition universelle. Et ça me semble extrêmement important. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Après, là, je repensais à un étudiant qui s'appelle Axel, à qui j'ai parlé la semaine dernière. Il est à Paris 8. C'est le fameux étudiant qui se rappelait de l'émission de Ce soir ou jamais de 2016 et qui me disait, lui me parlait de, justement, puisque tu viens de parler d'hétéronormativité, lui, en tant que jeune homme racialisé négativement, parlait de on va dire de la question queer, LGBTQIA en disant, moi, les Blancs, c'est pas mon problème. L'homophobie que j'ai subie, elle vient des Noirs et des Arabes que je côtoie. Et donc ça, c'est des questions qu'il va falloir creuser je vais pas dire, dans le même temps qu'il faut creuser les questions que tu viens d'évoquer. On a tenté de le faire et on s'est fait traiter d'homophobe. Voilà, d'accord, mais je ne sais pas, alors de manière peut-être plus efficace, ou même ce que disait tout à l'heure Wissam par rapport à en fait, les différentes formes de modalités et d'expression de ce racisme, en fait, qui ne peuvent pas être appréhendées seulement en se disant c'est plus ou c'est moins. C'est juste différent. Voilà, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit cis, qu'on soit trans,
ou qu'on soit hétéro ou qu'on soit homo, ça va être différent, mais que ça peut pas être vraiment seulement compris comme de manière c'est plus ou c'est moins. Peut-être que oui, les hommes cis vont avoir plus de mal à entrer dans une boîte de nuit ou à, je sais pas moi, être bien orientés dans le système scolaire secondaire, mais ça veut pas dire que si des femmes cis négativement racialisées ont réussi leurs études et ont pu rentrer en, comment dire, en boîte de nuit, ça veut pas dire qu'il leur arrive d'autres choses, en fait, que c'est pas Ils réussissent aussi pour des raisons sexistes parce qu'on les a conditionnés à ça. Bien sûr. Moi, exactement. Voilà. Non, donc je suis d'accord avec tout le monde, mais je disais qu'il y a vraiment, justement, quand il y a ce recours à l'intersectionnalité ou même ce rejet de l'intersectionnalité, c'est pas plus ou moins, c'est l'imbrication et c'est la simultanéité des modalités de domination. Mais pour revenir, ce qui pèse sur les hommes dans cette société, ce qui pèse sur tous les hommes, mais qui pèse encore plus sur les hommes racisés, je veux dire, l'hétérosexisme dont tu parles, elle repose sur la capacité de violence. Est-ce que tu peux être violent? Est-ce que tu sais donner de la violence? Est-ce que tu sais frapper? Est-ce que tu nous montreras que tu es capable de le faire? Et ça, c'est ça aussi profondément. Et c'est à ça que les masculinités subalternes doivent aussi échapper, puisque, comme on le sait, une des propositions qui est faite d'intégration pour les hommes racisés, c'est l'armée. C'est l'armée. C'est de devenir les soldats de l'armée impérialiste et de la police. On le sait, puisque là, tu pourras devenir un homme. Tu pourras juste exercer là de la violence que tu ne peux pas exercer dans la société en te rebellant, parce que là, tu finis en prison ou à mort. Donc, c'est tout cela, je pense, qu'il faut pour nous, et ça se passe aussi en France, évidemment, ça se passe pas seulement ailleurs, ça se passe beaucoup en France, qu'il faut vraiment qu'on travaille. Et moi, je suis absolument frappée par l'offre qui est faite aux hommes, c'est « montre ta violence ». Depuis qu'ils sont petits. Donc on sait bien, le garçon qui lit dans un coin, mais alors tu lis, mais alors t'es, etc. Je ne vais pas répéter les insultes. C'est absolument négativement tout ce qui est montré. Et donc là, on le voit, tout ce que des garçons subalternes peuvent dire, de ce qui leur a été interdit d'être finalement d'être des hommes, mais autrement que ce qui est absolument. Et ça, c'est vraiment ça ce qui n'est pas vu, parce que dans le féminisme blanc bourgeois, la violence est montrée comme quelque chose de toujours externe, quelque chose qui arriverait comme ça, et qui n'est pas absolument structurel à la société. Il y a même une subtilité, puisque dans les milieux bobos, il y a la possibilité, enfin je veux dire, il y a ce discours qui émerge sur la possibilité de se débarrasser de sa masculinité. Mais c'est-à-dire qu'en fait, oui, comme si c'était quelque chose d'individuel. Non, mais c'est que précisément ils peuvent se le permettre là où ils sont. Je veux dire, c'est pas une gloire, je veux dire. C'est-à-dire que là, le mandat de masculinité n'est plus tout à fait le même. Et là, on rentre dans des modalités de vie qui sont différentes, mais qui peuvent effectivement se passer dans les faits des formes violentes de masculinité. Oui, mais ils peuvent échapper parce que, justement, ça construit, c'est en relation avec la classe, tout ça, parce qu'ils peuvent être rattrapés aussi, ils pourraient être rattrapés très rapidement par la question de vraiment de témoigner de cette capacité à la violence. Là, vraiment, je veux dire, quand tu disais ce basculement qui s'opère avec la modernité occidentale, c'est quoi? C'est la mort. C'est la capacité de mettre à mort. Le génocide, etc. Donc c'est vraiment, on est vraiment... Juste sur cette question virilis, tu l'évoques dans ton ouvrage quand tu parles du piège de l'imitation, en fait. Quand tu parles, en fait, justement, de ces hommes qui rejoignent Daesh, qui rejoignent... Et qui est une... Pardon. Et c'est Baldwin aussi qui nous a donné un peu les clés de compréhension quand il répond à, je crois, Audre Lorde et qui lui dit... si on veut se débarrasser de l'homme violent dont on parle, du noir violent, ben il faut se débarrasser de l'Occident. Mirabel, et après Wissam. Non, mais parce que tout à l'heure, moi je trouve qu'il y a des liens à faire aussi sur la question on était sur l'enjeu des solidarités communautaires, des solidarités familiales. Je pense qu'il y a aussi un biais, c'est que le patriarcat blanc a imposé la cellule familiale en mode un père, une mère et des enfants, en fait, qui réifient tout à ce niveau-là.
qui en fait, même en tant que blanche, est un modèle absolument insupportable parce qu'on est livré à soi-même et que dans ce modèle-là, bah, en fait, on sait qui paye la note, en fait. Voilà, et que donc en fait, moi, ce que j'entends aussi par la famille, mais c'est marrant parce que justement, je trouve que dans la culture populaire du hip-hop, tout ça, quand on dit la MIF, on dit quelque chose de bien plus grand, quoi. Enfin voilà, et que en fait, si on accepte ce modèle-là, bah effectivement, c'est quoi les propositions, par exemple, pour un homme au sein de cette cellule familiale aussi réduite aujourd'hui de subsister quand il est indigène, en fait? C'est quoi les possibilités sur le marché de l'emploi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que tu disais, Ouria, tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il est dans une injonction qui est une impuissance en même temps. C'est-à-dire que en fait, ce modèle-là suppose qu'il y ait quelqu'un qui ramène un revenu pour que ça tienne un minimum. Mais aujourd'hui, c'est quoi les possibilités sur le marché du travail? Et en plus, la double perversité, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, sur le marché du travail, c'est quoi? Ben, en fait, c'est être agent de sécurité. Donc, c'est être dans des milieux où, en fait, la violence est inhérente au travail qu'on demande de faire. Et que, en fait, voilà, alors, c'est pas tous les hommes noirs ou arabes qui deviennent agents de sécurité, mais globalement, on voit bien que leur offre, leur possibilité est réduite. Ce que disait Ouria sur la possibilité pour certains hommes, bobos, tout ça, d'échapper à la masculinité, tu vois, c'est une réinvention d'une famille qui pourrait être heureuse et harmonieuse sans tenir compte de la structure, ce que tu disais. C'est-à-dire que même en Europe, il a fallu taper sur la tête des gens pour qu'ils acceptent ces cellules familiales. Je veux dire, c'est toutes les lois qui sont faites, tous les renforcements qui sont faits, et le fait que, par exemple, puisqu'on est en train de célébrer la commune aujourd'hui, la manière dont on a traité les femmes communardes. Absolument, parce que justement, elles échappaient à cela. Elles étaient dehors, elles portaient des armes, elles se mettaient des pantalons, puis quoi encore, je veux dire. Et donc, on voit bien que chaque fois, quand même, ce qui revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire casser les communautés, imposer des formes de féminité et des formes de masculinité qui font partie de cette discipline, de cette neutralisation, de cette pacification. Et que quand on est indigène et racisé, c'est encore plus, évidemment, puisque la hiérarchie doit se maintenir. Donc, on est constamment en train de croiser tout cela. Et aujourd'hui, on a vraiment, moi je pense, une exigence d'analyser ce qui est en train de se croiser à travers cette construction de nouvelles sorcières aussi. Et donc, comment ça se croise? Sur la frustration dont on parlait, en fin de compte, sur cette injonction à être un homme, etc., il y a aussi la question de la dignité aussi qui ressort là-dedans et qui rentre en contradiction aussi avec cette frustration. Enfin, ça l'exacerbe en quelque sorte, quoi. Je vais aller dans ce sens. C'est très facile de remettre en cause sa masculinité, de questionner sa masculinité quand on a beaucoup de capitaux, quand on a le capital culturel, le capital économique, quand on a le capital symbolique en gros. Mais quand on n'a plus que le fait d'être un homme à mettre en avant, bah, c'est plus difficile. Et ça, ce qui est étrange, c'est que ça a été déjà très travaillé par la sociologie qui ont travaillé sur le monde ouvrier et qui ont montré que effectivement les hommes ouvriers étaient plus machos, mais parce que c'est lié à leurs conditions et c'est lié au fait qu'ils ont des travaux manuels. Et c'est aussi lié, et c'est là pour rejoindre un peu ce que tu as dit sur la dignité, c'est aussi lié au fait que, d'accord, vous nous dominez, d'accord, vous êtes très intello, d'accord, vous avez l'argent, mais les bonhommes, c'est nous. Et vous êtes des efféminés. Si on vous voit dans la rue, on vous tabasse. Nous, on est des hommes, on est des vrais. Donc, il y a aussi une façon de retrouver une dignité là-dedans. Voilà, d'affronter la masculinité blanche. Et enfin, dernier point, tu parlais des hommes non blancs qui sont victimes du patriarcat. Mais je dirais même plus loin. Les hommes non blancs sont la condition de perpétuation du patriarcat blanc, dans le sens où le patriarcat blanc va prendre tous les avantages et va mettre tous les coups sur les hommes non blancs. Et c'est-à-dire, par exemple, quand on voit la focalisation sur l'harcèlement de rue, eh ben, on est totalement dans cette logique. C'est de résumer le patriarcat à des petits actes isolés dans les rues et dont les responsables, les coupables, ce sont les hommes non blancs. Donc il y a vraiment faut voir la fonction qu'ont les hommes non blancs dans la perpétuation du patriarcat blanc. Et la dignité, juste cette dignité-là qu'il faut conserver, elle peut être toxique, malheureusement. Bien sûr, bien sûr. Je ne dis pas que c'est un truc, mais c'est là tout le paradoxe. C'est là tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'il faut à la fois pouvoir déceler le fait qu'il y a pour eux une forme de dignité, mais qu'en même temps, elle est toxique. Et donc, c'est ça qu'il faut. Juste la grande complicité du patriarcat blanc, c'est beaucoup de femmes blanches. N'oublions pas, sans leur complicité, ça ne marcherait pas aussi bien. Il ne faut jamais oublier la complicité de femmes dans la maintenance du patriarcat. La complicité structurelle des femmes blanches. Oui. Vraiment structurelle, c'est pas simplement des femmes blanches. Non, vraiment... je ne parle pas de femmes qui sont obligées de se soumettre parce qu'elles ont peur ou je sais pas quoi. Je parle du vrai consentement, de vrai soutien. Et ça, il faut vraiment, parce que ça a été dit
à un moment dans les féminismes, ça ne l'est plus dit. Et justement parce qu'elles masquent leur complicité forte. Et puis il y a des héritages qu'elles effacent, parce que Beauvoir le disait très clairement. Je veux dire, bourgeoises, elles sont solidaires des hommes bourgeois. Blanches, elles sont solidaires des hommes blancs contre les femmes noires ou les femmes indigènes. Donc voilà. Je vais te redonner la parole de suite, Françoise. Donc face à toutes ces violences, il y a évidemment la question des stratégies, et notamment des stratégies de protection à adopter. Dans ton dernier ouvrage, tu proposes une critique du féminisme punitif, du féminisme carcéral, le recours au droit systématique et le recours notamment à l'État, en interrogeant notamment les moyens de mettre en œuvre ce que tu appelles une déracialisation, une dépatriarcalisation des moyens de protection. Pourquoi est-ce que tu considères en fait toi, que ce féminisme est une impasse, et quelle stratégie en fin de compte de protection serait à même justement de répondre à ces différentes formes de violence? Bon, la question de la protection, ça revient à beaucoup de choses qu'on a dit sur la communauté, c'est-à-dire la question qu'il faut qu'on se protège. On doit se protéger, et puis de toute façon, il y a des tas de personnes, je veux dire, quand tu es un être humain, qui ont besoin de protection. Les enfants, les personnes âgées, les personnes non valides, je veux dire, il y a plein. Donc, réinventer la protection, ne pas la laisser à l'État, ne pas la laisser à la justice, ne pas la laisser à la police, qui ont complètement capté la politique de protection. C'est nous qui allons vous protéger. Or, quand des puissants te protègent, c'est toujours sous le fait que tu vas obéir aux normes qui t'ont posées sur la protection. Donc, si tu as suivi ces normes-là, tu seras protégé. Si tu ne les as pas suivies, tu ne seras pas protégé. Donc ça, c'est une première chose. Et le féminisme carcéral est une impasse, c'est un punitif, parce qu'il prend évidemment complètement le système pénal comme étant évident. Et toute la notion de crime, de criminalisation, de criminalité, est absolument vue dans un point de vue punitif. Donc on admet que tout cela est criminalisé. Donc tout de suite, on va te sortir les enfants violés, les femmes battues, ce qui est évidemment une question à poser. Mais et qu'il faut justement savoir comment on va protéger de cela. Et qu'est-ce qui pousse à ça? Qu'est-ce qui pousse aussi à ces actes? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe pour que ça se passe comme ça? Et ça ne va pas du tout être le féminisme carcéral et punitif qui répond à cela. Il faut vraiment reprendre en main cela, parce que sinon, c'est de plus en plus de prisons, de plus en plus de lois de surveillance et de contrôle, du bracelet électronique qui, de toute façon, renforce l'industrie de la surveillance. On trouve ça, c'est bien, c'est formidable, ça réduit la violence contre les femmes, mais on ne se pose pas la question de ce que ça signifie, le bracelet de surveillance, et ça va donc renforcer tout cela. Donc on renforce l'industrie de surveillance et de contrôle, qui est aux mains de quelques-uns, on renforce les algorithmes et tout cela, et on va donc dans une société de plus en plus qui, elle, exerce la violence en toute impunité et décide que tel et tel geste ou action sera un geste criminalisé et à punir. Et plus largement, c'est aussi toute l'impasse du féminisme à partir du moment où c'est réifié sur la question de l'égalité des droits, en fait, même sans parler en plus de subtilité au sein de la question patriarcale, le féminisme blanc, à partir du moment où il postule que la lutte principale c'est l'égalité des droits, il le fait dans un cadre qui est un cadre de toute façon où les inégalités perdurent, et où même du coup l'injonction est de gagner l'égalité dans des espaces où est-ce que vraiment on a envie d'aller, quoi. Enfin, je veux dire, moi en tant que féministe, je me dis si l'égalité des droits c'est pouvoir siéger dans un conseil d'administration qui va voter, je sais pas moi, une extraction minière à l'autre bout de la planète, j'ai gagné quoi en fait? J'ai gagné d'endosser ma part de responsabilité dans ce système qui est un système destructeur. Donc ça pose des vraies questions en fait. Et c'est comment on fait dissidence avec le système. Et c'est pour ça qu'aussi dans la tribune, du coup, j'ai accepté d'écrire avec Ouria, je posais cette question, quoi. C'est comment, en fait, par des solidarités affichées avec celles qu'on pourrait nommer aujourd'hui les nouvelles sorcières, on fait dissidence avec le système. Et que, en fait, cette solidarité, quoi qu'on ait envie de discuter sur le fond, des propositions, tout ça, c'est une manière de dire nous ne voulons pas appartenir à votre monde, quoi. Il est dégueulasse, il est détestable, quoi. Et en fait, de refuser la participation à un moment. Et donc, aller participer à construire d'autres espaces. Et le point de rupture serait de dire on doit imaginer un monde sans prison. On doit imaginer l'abolition des prisons à la suite d'Angela Davis, de Ruth Wilson Gilmore et d'autres. Il faut qu'on arrive à envisager. Ce sont des points de rupture. Si on n'est pas, nous, dans le monde décolonial, dans la capacité d'aller plus loin que ce qui est là, et qu'on va essayer de réformer ou de trouver des arrangements,
alors on n'est pas du tout dans un mouvement décolonial. On est dans un mouvement encore d'arrangement, de réforme, de choses comme ça. Il faut oser dire non à la prison. La prison, le rappelait Ouria, elle est pleine de quoi? D'hommes indigènes ou demain de femmes indigènes. Je veux dire, de toute façon, ça sera ces personnes-là qui seront criminalisées. Je veux dire, la criminalisation, on la voit dans la guerre à la drogue, la guerre au terrorisme, la guerre à la pandémie. Et maintenant, c'est la guerre. Je veux dire, donc, on va faire la guerre. Et la guerre, c'est la prison avec les gardes. Juste, puisqu'on a malheureusement plus trop le temps, j'aimerais qu'on termine sur la question justement des stratégies à adopter, des alliances potentielles qui seraient... qu'on viendrait de nouer. Il y a une théorie qui semble avoir le vent en poupe, notamment dans les milieux universitaires et militants, c'est évidemment la question de l'intersectionnalité. Tu en as beaucoup parlé, Maboula. Ouria, j'aimerais vous faire réagir justement, parce que peut-être que vous auriez quelques différences là-dessus. Toi, tu as une vision un peu plus critique sur l'intersectionnalité. Dans un texte intitulé « Race, classe, genre, une divinité à trois têtes », tu lui reproches d'être apolitique, d'incarner une nouvelle morale, un nouvel humanisme, d'être abstrait, car il imposerait, selon toi, de ne faire aucune hiérarchie, de n'admettre aucune priorité et de tout combattre à la fois, ce qui selon toi apparaît comme impossible. Je vais te donner la parole tu vas commencer, Maboula. Qu'est-ce qui selon toi rend pertinent en fin de compte les stratégies en fin de compte intersectionnelles, et qu'est-ce que... Alors moi je commencerai par dire, je vais essayer d'être brève, mais je commencerai par dire que l'intersectionnalité c'est pas une stratégie. L'intersectionnalité, c'est un outil d'analyse, c'est tout. Et c'est un outil d'analyse qui permet d'envisager, d'appréhender la complexité des situations. L'intersectionnalité, c'est une notion qui émane donc d'une juriste africaine-américaine qui s'appelle Kimberly Crenshaw. Et on oublie que ce texte fondateur, en tout cas la première fois où elle utilise le terme, elle regarde une série de plaintes déposées par des femmes africaines-américaines ouvrières qui se disaient victimes de discrimination et qui n'ont pas eu gain de cause. Et elle explique et elle démontre comment elles n'ont pas eu gain de cause. Elles n'ont pas eu gain de cause parce qu'elles n'ont pas été considérées comme femmes, c'est-à-dire blanches, et qu'elles n'ont pas été considérées comme des noirs puisqu'elles sont femmes. Et donc cette invisibilité de ces femmes africaines-américaines ouvrières, lui a fait dire à Kimberly Crenshaw qu'il fallait utiliser la notion d'intersectionnalité pour étudier les angles morts de la lutte contre les discriminations. C'est ça l'intersectionnalité. Et avant Crenshaw, il y a toute une génération, enfin une tradition on va dire de féministes noires aux États-Unis, mais qui depuis la fin du 19e siècle et depuis le début du 20e siècle, qui parlaient déjà de ce qu'elles appelaient le double géopardie de la race et de la classe. Donc, comment ? Voilà, ne suis-je pas une femme, évidemment, depuis Sojourner Truth au 19e siècle. Mais après, il y a Mary Church Terrell, enfin, il y a plein de choses. Comment on fait quand on est femme, quand on est noir? Le combat River collectif dans les années 70, ils vont parler de lutte anticapitaliste, de lutte qui va prendre, ou d'analyse qui vont prendre en compte la classe, le genre et la sexualité. Donc l'intersectionnalité, c'est un outil. Et donc, c'est un outil il est très difficile à manier, mais en tout cas, il essaye de s'emparer de la complexité, que personne ne sera juste pauvre, ou juste homme, ou juste femme, ou trans, ou hétéro, ou voilà. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, de la complexité des vies, la complexité des vies. Voilà, on peut être, je ne sais pas, musulmane, et musulmane qui ne porte pas le foulard, j'allais dire voilée, mais je t'ai bien entendu, de musulmane qui ne porte pas le foulard. On peut être musulmane, en France, on a l'impression de ne pas le savoir, musulmane et pas arabe, par exemple. Voilà, enfin, voilà, c'est ça l'intersectionnalité. Et en cela, bien sûr que je trouve que c'est un outil très pertinent qui est dévoyé, mais ce n'est pas un slogan, c'est juste une analyse qui laisse enfin place à la complexité. Voilà. Alors moi, j'ai toujours dit que l'intersectionnalité pouvait être un outil d'analyse, dans certaines limites, puisque il a été capté par le féminisme depuis le départ, et me semble-t-il que l'entrée strictement féministe, qui ensuite articule avec la race... Excuse-moi, tu veux dire féminisme blanc ou féminisme général? En France, il a été capté par le féminisme blanc, voilà. Et dans les universités, et dans les universités, pour ensuite l'articuler c'est-à-dire qu'en fait, l'entrée, c'est le genre, et ensuite, tu l'articules avec la race et la classe, comme si le genre devait être l'entrée principale.
avec tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur la question du genre, il m'apparaît important d'intégrer la question du genre masculin quand on veut faire des analyses complexes, précisément parce qu'il y a une dialectique qui est causée par la race sur les genres et féminin et masculin. Ça me paraît important. Donc c'est bien un outil d'analyse qu'il faut complexifier. De mon point de vue, il faut y faire entrer la question du genre masculin. Ceci étant dit, moi, mon problème, c'est quand on en fait un outil politique, un outil de mobilisation politique. Là, ça me pose un problème dans la mesure où il faudrait traduire une démarche politique qui soit à la fois féministe, de classe, de lutte des classes, LGBT et antiraciste. Alors, ça a l'air beau comme ça sur le tableau. Simplement, si tu arrives aujourd'hui dans les espaces où les indigènes sont majoritaires, où tu arrives avec un package comme celui-ci, eh ben, je te dis bonne chance. Je te dis bonne chance. Pourquoi? Mais pour plein de raisons. Le féminisme est décrié. Le féminisme est mal vu parce qu'il a été un outil civilisateur. Donc quand tu arrives avec une étiquette féministe, déjà, c'est déjà compliqué. Si en plus tu ajoutes le combat LGBT, tu ajoutes les autres combats, en réalité, ça devient plus un outil qui te pénalise qu'un outil qui te fait avancer. Il me semble que l'approche décoloniale, elle a le mérite d'intégrer, de comprendre la complexité de toutes ces oppressions, et d'en faire une traduction politique acceptable par ceux qui sont concernés. Et la preuve en est qu'on a réussi à traduire l'ensemble de toutes ces dominations avec, par exemple, le contenu politique de la marche de la dignité. Tout est contenu dans la marche de la dignité sans que pour autant on mette en avant telle ou telle oppression. Est-ce que j'espère que je me suis bien fait comprendre. Vas-y, il reste 5 minutes, alors vraiment 1 minute chacun. Moi, la question que je voudrais poser, c'est que l'intersectionnalité, effectivement, dans plein de milieux féministes, a été complètement captée et est devenue un outil confortable. Alors moi, je m'interroge sur tous les outils d'analyse qui suscitent autant de confort, quoi. C'est-à-dire que bon, voilà, c'est assez simple de se donner bonne conscience en fait, à partir de cette analyse-là, où on a fait le calcul et puis on reconnaît qu'il y en a certains qui sont moins bien lotis, ou enfin voilà, même en allant un peu plus loin dans l'analyse. Mais j'ai un souci avec le confort que ça occasionne dans certains milieux qui, par ailleurs, ne bougent pas tellement les lignes en fait. Voilà. Moi, c'est bon. Sûr? Oui. Je laisse ma parole. 1 minute et comme ça je peux conclure. 1 minute, sinon tu me coupes. Sur l'intersectionnalité, alors moi je suis encore en cheminement par rapport à cette notion que moi j'ai intégrée en tout cas dans dans mon histoire, dans ma trajectoire, comme un outil d'analyse, un outil pour décrypter en fait ce qui se joue sur ces 3 plans. Et en même temps, mais moi, ce qui m'interroge, et c'est pour ça que ce qui m'interroge, c'est en fait, d'accord, ok, mais qu'est-ce qu'on fait de cet outil-là? Parce que comme tu disais aussi très bien, c'est que maintenant, c'est très à la mode. Pour moi, l'intersectionnalité, c'est ni un slogan, d'accord, c'est pas une identité, d'accord, ça doit rester un mouvement politique. Quand je dis ça, un mouvement politique, c'est-à-dire un outil au service, d'accord, de combat émancipateur, qui se traduisent sur la question de la race, sur la question des femmes, sur la question de la... Le mot m'a échappé au moment où j'allais le dire. Des masculinités, évidemment, exactement. De l'appartenance aussi, en termes de classe. Parce que moi, je parle jamais de féminisme, sauf quand je parle du féminisme blanc. Mais les féminismes, en fait, et notamment le féminisme blanc pour le coup, il y a quelque chose, en fait, qui a été complètement usé jusqu'à la corde et du coup galvaudé. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne retrouve pas, en fait, dans celles et ceux qui se disent féministes, en tout cas quand il s'agit de ma communauté, et là, en tout cas, en tant que femme musulmane, qui porte en foulard, donc en fait qui cumule en fait les signes extérieurs de tout ce contre quoi en fait on est en train de lutter actuellement dans la France blanche. C'est que en fait ces femmes féministes blanches ne me reconnaissent pas et ne veulent pas m'appliquer les critères communs à tous ces combats émancipateurs, parce que je suis sortie justement de ces personnes dites émancipées ou libérées, et notamment quand en fait, elle s'engage pour des femmes qui, en fait, visibilisent, d'accord, la sortie avérée ou supposée du religieux.
Mais le féminisme noir, justement, pour revenir à la base, aux États-Unis, c'était une double rupture. C'était une rupture, comment dire, raciale et sociale par rapport au féminisme blanc, de femmes blanches. Nous ne sommes pas, les femmes ne sont pas blanches et elles ne sont pas bourgeoises. Et c'est aussi un départ des mouvements du mouvement pour le droit civique noir qui était perçu comme machiste ou comme sexiste. C'est ça aussi. On devait en parler des mouvements noirs aux États-Unis, malheureusement, on n'a pas eu le temps. Tu termines rapidement. Je pense qu'effectivement, c'est un outil. Comme tous les outils, c'est limité. Il en faut d'autres. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, le fait que des féministes blanches, notamment universitaires, s'en emparer, c'est pour éviter justement de faire des analyses. Parce qu'une fois qu'on le dit, c'est un mot fétiche et qu'on le jette comme ça et que finalement, ça n'a aucune importance. Mais ça, c'est habituel. La chose, je pense aussi à Jennifer Nash, qui est une théoricienne africaine-américaine, qui a fait une critique de la transformation de termes ainsi en propriété privée, en quelque chose de fétichisé qui passe pour autre chose. Et c'est ça qui est en train de se passer en France. Donc ça n'a aucune importance quand elles disent intersectionnalité, puisque ce n'est que pour masquer leur incompétence ou leur insuffisance, ou le fait qu'elles ne veulent pas plonger dans les conflits, dans les contradictions, dans les difficultés qu'on a un petit peu discutées, à peine effleurées aujourd'hui. Donc on en reste, c'est une formule, et comme toutes les formules qu'elles utilisent, c'est une formule paresseuse, pour effectivement légitimer leur paresse. Si je peux juste me permettre, vraiment pour finir, il y a une sorcière qu'on n'a pas nommée aujourd'hui. Il y a un ouvrage de Maryse Condé, donc la Guadeloupéenne, qui s'appelle « Moi, Tituba, sorcière noire de Salem », qui est où elle revisite l'histoire des sorcières de Salem au XVIIe siècle aux États-Unis et qui fait rappeler que même dans la pièce de Henry Miller, il n'a pas parlé de cette sorcière noire qui a fait partie de cette première vague de marginalisation. Merci beaucoup, vraiment. Merci pour ce débat extrêmement riche, extrêmement intéressant. Ça change de ce qu'on entendait au début et de la médiocrité ambiante. Merci énormément. Et ben voilà, j'ai plus qu'à vous dire dans un mois. J'aimerais aussi remercier Élodie qui m'a aidé à préparer cette émission. Elle se reconnaîtra. Voilà, merci à tous. Merci Wissam. Dans un mois pour un prochain numéro. Merci beaucoup à l'équipe technique qui fait un travail absolument extraordinaire, qui vient toujours extrêmement tôt pour tout monter. Et voilà, c'était un véritable plaisir d'animer ce débat avec vous. Et bien sûr, débat comme ça, n'oubliez pas de nous soutenir sur la page Tipeee de Parole d'Honneur. De l'argent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On sent le clochard qui a besoin d'argent. Allez, merci beaucoup et à très vite. Merci. Pour 4 fois de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puce. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite.